Bonsoir à tous les socios, bienvenue dans le Club des 5, bien sûr l'émission qui décrypte toute l'actualité des 5 grands championnats européens. Et vous le savez, les samedis sont souvent chargés avec une heure d'émission, même du temps additionnel, 30 minutes pour analyser tous les matchs de la journée. Avec moi ce soir d'ailleurs, une belle équipe pour cette 22e émission, tiens 22 comme Pedro Miguel Paoletta à Bordeaux. Comme Samir Nasri à Marseille. Merci. Pourquoi pas? Ça, c'est de la référence. Donc là, je vois qu'ils se sont trouvés, ils se serrent la main. Loïc Ebache, Walid Acharchour, bonsoir messieurs. 30 minutes de temps additionnel, c'est plus du Fergie time, c'est du. On a payé c'est du tapis time. On a payé les arbitres, on s'est mis bien. Ça va, Sam. Alpha Baldé également, de 100% foot.net qui est avec nous. Bonsoir Alpha. Bonsoir Sam, bonsoir à tous. La dernière fois c'était tout blanc, cette fois-ci c'est tout noir avec un peu de brillant. Bah écoute, on change toujours. La classe quoi qu'il arrive. Toujours exact, c'est ça. Toujours la classe bien sûr. Avec un beau programme ce soir d'ailleurs, avec Alpha Baldé, tous les chroniqueurs. On va revenir sur le match peut-être de l'année en Bundesliga, 4-4 dans le derby de la Ruhr entre Dortmund et Schalke. On parlera également du Bayern qui a perdu son premier match de la saison son troisième match de la saison. Son troisième match de la saison, pardon, mais son premier avec Jupp Heynckes contre le Borussia Mönchengladbach. On aura d'ailleurs Ibrahima Traoré qui sera avec nous, le capitaine guinéen et qui joue également à Mönchengladbach. Il sera avec nous dans quelques instants au téléphone. Ibrahim Traoré. Pardon? C'est pas moi Ibrahim Traoré. Pourquoi? Ils t'ont montré? Ah bah oui, mais c'est le jeu. S'il m'avait montré moi, ça aurait pu être pareil. On parlera également de la Liga, le Real qui gagne mais sans convaincre, Ronaldo qui marque sans plaire. On va décrypter un petit peu cette victoire timide du Real. Angleterre également, la première ligue. Liverpool-Chelsea, c'était le choc de la journée. Un partout, match un peu décevant et beaucoup de regrets pour les Reds. On va en parler dans fin d'émission. Et les matchs de la soirée, bien sûr, avec la Ligue 1. On a plusieurs résultats, on va essayer de les aborder un petit peu en fin d'émission. Et on parlera de la Serie A avec un gros match ce soir. Cagliari qui recevait l'Inter, victoire des Interistes. Première place pour eux en Serie A, ça faisait longtemps. On va décrypter un petit peu ce début de saison remarquable des Interistes. On commence ce Club des 5, bien sûr, ce soir, mes chers chroniqueurs, mes chers amis, par l'Allemagne. L'Allemagne où on a vécu, j'ai envie de dire, la journée la plus folle au niveau du football. On va commencer avec ce match à 16h qui commence au stade. C'est vrai que c'était pas la même intensité que le multiplex Ligue 1. C'est pas faux, Walid. Mais le placer celui-là. Mais tu as suivi les deux. Il avait envie de le dire assidûment. Tu vois, déjà je bug. Donc au Signal Iduna Park, cet après-midi, le derby de la Ruhr, Dortmund recevait Schalke. On savait que Dortmund était en difficulté. C'était un petit peu la dynamique inverse pour Schalke. 4-0 à la mi-temps, une première mi-temps de folie. Dortmund a emballé ce match. Et puis au retour des vestiaires, tout a changé côté Schalke. Tout a changé aussi dans la physionomie du match. Ils sont revenus 4-1, 4-2, expulsion de Pierre-Emerick Aubameyang qui avait été buteur et passeur décisif. 4-3. Et puis on le sentait venir, je le dis même, dans cette rédaction ici, on était avec Fares Hachem, le rédacteur en chef. On a dit quand il reste 7 minutes et qu'il y a 4-3, on a dit si jamais il y a plus de 5 minutes. C'est comme le 3-2 en Ligue des Champions entre Liverpool. Donc, avec cette réflexion, tu penses que tu es un génie? Et donc, je pense, et Naldo donc, qui nous l'a prouvé, 4-4 à la 90e minute. T'as couronné. Non mais tout à l'heure, quand tu m'as dit ça, je pensais que tu l'avais dit à 4-0, moi. Ah oui, j'ai dit à 4-0. Non, mais Fares Hachem pourra me confirmer, je l'ai dit à 4-0. J'ai dit, puisqu'on était en train de faire le conducteur de cette émission, j'ai dit bon, bah c'est fait, Dortmund c'est fait, j'ai dit c'est là, tu vois, ils vont revenir à 4-4. Je peux vous dire qu'à la fin, ça m'a bien fait rigoler. Bref, on s'en fout de ma vie. J'ai même dit qu'il y avait alors 7 minutes d'arrêt de jeu, voilà, dit Fares. Comme quoi, vous voyez, vous avez un quelqu'un de brillant. On s'en fout de sa vie, il revient de... On peut passer au match. On va passer au match, t'as raison Alpha. Gros match ce soir, vraiment, c'est le match de l'année peut-être Alpha cette année en Bundesliga. Alors c'est un championnat où on marque beaucoup de buts, donc on ne sait pas encore s'il y aura des scores rocambolesques dans on en a eu cette saison d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, un 5-4. Il y en a eu plein, il y a eu le 5-1 ou le 6-1 de Leverkusen sur la pelouse de Gladbach. Non mais là récemment on n'avait pas eu un 5-4 entre deux équipes, ou un 4-4 ou un match aussi fou. C'est un championnat où tu verras forcément des gros scores. Après, est-ce que c'est la défense, c'est le gardien? Ça, c'est des débats qui sont toujours ouverts. Non, mais après, ici, aujourd'hui, Dortmund, c'est une équipe qui va pas bien. Ça, faut le dire. Ce qui s'est passé cet été dans ce club, quel que soit ce qu'on va dire, l'arrivée d'un nouvel entraîneur, Tourelle qui n'a pas réussi à rester alors qu'il avait quand même quelques bons résultats quand il était là. Il avait une philosophie qui collait un petit peu à la peau de cette équipe-là, c'est-à-dire une équipe qui jaillit rapidement en contre et qui peut avoir la possession à quelques moments. Et c'était le vrai successeur de Jürgen Klopp aussi. On l'avait présenté comme ça et ça m'a moi surpris un petit peu dans un premier temps qu'il laisse un petit peu cette équipe. Et ensuite on a vu son successeur. Il y a eu le cas de Dembélé, il y a eu le cas de Pierre-Emerick Aubameyang avec certains joueurs. Aubameyang qui ne s'entendrait pas avec son coach, même si sa sortie dans Bild dit tout le contraire. Mais bon, on sait qu'il va pas alimenter la polémique, mais on sait qu'il y a des choses qui vont pas dans cette équipe, dans le vestiaire. Mais sur le match de ce soir. Non, justement,
moi, sur le match de ce soir, c'est la fébrilité des joueurs. C'est autant de carences. C'est comme face à Tottenham, en fait. Le nombre de fois, je t'invite à voir le nombre de fois que Dortmund mène cette saison dans un match et que Dortmund n'a pas réussi à gagner, c'est affolant. Oui, ça va être 4-0, c'est symptomatique après. Oui, mais ça avait été le cas contre Augsbourg, non, contre Francfort. Contre Francfort, ça a été le cas contre l'Apoel Nicosie. Quand tu joues chez toi en Ligue des Champions, que tu mènes 1-0 au bout de 20 minutes, que tu n'arrives pas à atomiser cette équipe, même si elle égalise, il y a de vrais problèmes psychologiques dans la tête de ces joueurs-là aujourd'hui. C'est qu'ils n'ont pas confiance en eux, ils prennent pas beaucoup de risques. Dès que Schalke commence à revenir dans le match, alors moi c'est là que je m'interroge sur l'apport du coach. Tu vois qu'Aubameyang il commence à se sentir énervé, frustré parce que ça fait on rappelle, on l'a vu tout à l'heure. Il a eu un carton jaune avant parce que là on voit direct le rouge. Il a un carton jaune avant et 10 minutes ou 12 minutes plus tard il a le deuxième carton jaune. Alors qu'il avait fait un début de match fantastique, fabuleux, comme toute l'équipe pendant 25-30 minutes. Un but. C'est ça, pendant 25-30 minutes, il y a eu le rouleau compresseur qui s'est mis en place. Alors aujourd'hui, tu as une équipe qui n'est pas très en confiance, qui te met 4-0. Est-ce que c'est pas l'apport du coach qui doit plus être vu? Malheureusement, on a vu Tedesco qui a gagné sa bataille. On l'avait déjà dit dans les premiers numéros du Club des 5, du Club des 5 juste avant le match contre le Bayern Munich, il était menacé, Peter Bosz. Non mais là c'est plus menacé. Sincèrement, sa situation va être très très compliquée. Surtout que le club perd de l'argent un petit peu à cause de la situation sportive. Non mais encore une fois, pour rester vraiment sur le match, on a vu pendant 30 minutes toutes les qualités et les carences de cette équipe. On l'a dit en Ligue des Champions cette semaine contre Tottenham. On avait fait le débrief avec toi, Sam, contre Stuttgart vendredi dernier. Quand tu as une équipe et surtout un système défensif aussi fébrile à chaque fois que l'adversaire rentre dans tes 25 derniers mètres, les 25 derniers mètres allemands, il y a toujours du danger. Et que ça soit Bartra qui est pas là et qui est rentré en deuxième partie de match, que ça soit Zagadou qui est rentré à la 82e, sur les 2 buts, il est fautif. Mais c'est des erreurs de débutants, qu'ils soient à droite ou qu'ils soient dans l'axe, c'est trop naïf. Ouais, mais ça, tu te rends compte que quelque chose s'est cassé. Oui, non, mais parce que je pense pas qu'aujourd'hui, c'est ce que je disais sur l'Atlético, dès qu'ils se sont un petit peu mis la pression tout seuls et qu'ils ont accepté de jouer comme Griezmann l'a fait en Ligue des Champions, on a vu qu'il y a du mieux. Donc dans cette équipe-là, on ne sait pas, on n'a pas vraiment les informations qu'il faudrait avoir dans le vestiaire. Avec les coéquipiers, on sait qu'il y a des coéquipiers qui avaient chargé Dembélé, par exemple. Et ça, c'est très rare de voir ça dans une équipe. Et Aubameyang mais je pense pas que ce soit à cause de ça que tu collègues. Mais Alpha, c'est vrai qu'il faut rappeler aux sociaux, on s'en souvient tous, Dortmund a fait un gros début de saison. Donc finalement, toutes les histoires qu'il y a eu cet été... La préparation, quand même, elle est là. Un début de saison, ça s'était pas un petit peu entassé. Ils n'ont pas pris de but en 6 matchs. Les 6 premiers matchs, ils prennent pas de but. Oui, là, ils en ont pris 20. Même Là, ils en prennent 20. C'est quand même la 14e défense de Bundesliga. Et tu ne pourras pas jouer le titre. Et encore, en plus... On la voit, cette défense, d'ailleurs. En plus, ils ont profité du faux pas du Bayern, dont on va parler tout à l'heure. Mais sincèrement, aujourd'hui, ils ont une force de frappe offensive qui est, pour moi, qui est énorme. On le voit tous les matchs. Elle est énorme. Mais Peter Bosz, à un moment donné, il faut qu'il prenne ses responsabilités. Et ce milieu de terrain, il est trop offensif. Il faut protéger ses carences défensives. Mais Loïc, moi j'écoute toi, mais on se souvient qu'en première mi-temps, c'était quand même assez costaud défensivement Dortmund. Je voudrais revenir là-dessus. Je les ai trouvés nettement plus consistants que lors de leur dernier match en championnat. C'était contre Francfort, il me semble. C'était Stuttgart, voilà. Je les ai trouvés nettement plus consistants et récupérer des ballons beaucoup plus souvent. Ils ont même pas mal acculé Schalke dans leur camp. J'ai pas souvent vu Schalke avec le ballon en première mi-temps. Donc voilà, je les ai trouvés beaucoup plus consistants. Et c'est là qu'on voit que cette équipe est capable de faire certaines choses et que le problème est vraiment plus mental qu'autre chose. Même si je suis d'accord par rapport à Peter Bosz, par rapport au milieu qui est parfois peut-être déséquilibré, c'est ce qu'on avait pu voir lors du dernier match. Le problème, vraiment, il est mental. Là, Walid, tu as dit tout à l'heure, comment est-ce que c'est possible de mener 4-0 et de prendre 4 buts derrière ? Tout simplement parce que mentalement, quand tu es aussi faible, ça va très très vite. Non, mais attends. T'es dans un derby de la Ruhr. T'es dans un derby de la Ruhr, un match hyper important, que ce soit pour les supporters ou pour le club. Il suffit d'une chose qui vienne te contrarier les rouages. Ça peut aller très vite, surtout quand tu es faible comme ça mentalement et que tu es dans une aussi mauvaise passe. D'ailleurs, on va le voir, Loïc, avec les stats d'Aubameyang, par exemple. C'est un petit peu le joueur qu'on a sorti de cette équipe de Dortmund qui illustre un petit peu cette mauvaise soirée. On va voir les stats d'Aubameyang sur le match. Alors, comme je l'ai dit, donc, il a marqué un but, il a offert une passe décisive. Il tue son équipe. Aujourd'hui, il tue son équipe. Et finalement, en deuxième partie de match, même à partir de la 36e, 40e minute,
il change complètement le visage et il s'effondre. C'est l'image de l'équipe finalement. Sam, c'est le symbole de cette équipe-là. Alpha en parlait un peu dans son intro tout à l'heure. Aujourd'hui, le match qu'il fait, et c'est pas d'aujourd'hui, parce que je l'ai déjà vu notamment contre Augsbourg où il rate un penalty en tentant une Panelka à 2-1. Il met tout le temps, il a cette nonchalance parce qu'il faut savoir qu'à 4-1, il a une occasion de tuer le match et même sur sa prise de balle, je peux pas décrire cette action-là parce qu'elle est compliquée à décrire, mais il a un face-à-face avec. On a un ballon, tu peux le montrer. Non, il a un face-à-face avec Farman et même dans sa prise de balle, je le trouve nonchalant. Je trouve qu'il est pas concerné, qu'il est pas connecté pendant tout le match. Ça prouve des problèmes qu'il a dans le club. Oui, mais c'est pas normal. Je suis désolé, Aubameyang. C'est normal qu'un athlète qui a des problèmes. Non, mais c'est normal. Tu vas pas quand même dire qu'Aubameyang est un extraterrestre. Même Ronaldo, lorsqu'il avait des problèmes avec sa direction, Florentino Pérez qui le défendait pas, à un moment donné où il pensait que Messi était plus défendu. On sait qu'il a connu une période de mou. Aujourd'hui, Aubameyang, comme tout autre attaquant, a 96 buts inscrits avec Dortmund depuis qu'il est en Bundesliga. Mais excuse-moi, si en marquant 96 buts avec Dortmund, tu n'es pas meilleur buteur de la Bundesliga la saison dernière devant Lewandowski. Ce soir, le souci, c'est pas le bilan d'Aubameyang, c'est pas ici qu'on va le contester. Non, mais c'est même depuis le début de saison. Comme en Ligue des Champions, il a su face à face qu'il rate, il rate deux grosses occasions face à Tottenham s'il les mettait. Mais c'est pas aujourd'hui qu'on va apprendre qu'Aubameyang c'est un croqueur. C'est comme Cavani qui croque. Non, mais c'est pas ça que moi je veux te dire. Moi je suis d'accord avec toi sur les qualités. Alors oui, on aime ou pas son profil. Il a des défauts aussi. Non, mais c'est pas vraiment la qualité du joueur que je mets en cause. C'est le comportement. Parce qu'à un moment donné, aujourd'hui. Oui, mais t'as une situation, tu peux pas sortir ça d'une situation malheureusement. Non, mais t'es le leader de ton équipe. Tu viens de prendre un jaune. Il a quel âge, Aubameyang? Il a 26, 27 ans. Mais le coach, il sert à quoi? Non, mais d'accord. Mais à un moment donné, t'es le top player de cette équipe-là. T'as pas à faire une faute bête sur Amin Harit à 4-2. C'est pas possible. Tu peux pas dédouaner Aubameyang. T'es en train de me dire que quand t'es un grand joueur, tu peux pas te permettre d'avoir des moments. Mais ça fait beaucoup. Comme ça, non, comme ça, c'est quand même. Moi, je me rappelle d'un monsieur que je respecterai tout le temps dans ma vie pour regarder le football, c'est Zinedine Zidane. Oui, d'accord. Qui, à une période la plus importante de l'histoire du football d'une nation, commet une faute irréparable. Ça s'appelle un athlète. Et quand tu es sur la pelouse, ça s'appelle une réaction d'homme. Et à un moment donné, tu as quelqu'un qui est sur le banc, qui a ses diplômes, qui a passé ses diplômes d'entraîneur, qui observe le match, qui a des adjoints, qui a une équipe qui est chargée d'observer le match. Aubameyang, tu sens qu'il est plus dans son match, tu le sors. Non mais d'accord. Tu le sors, ça se voyait. Moi j'étais là quand il a pris son premier carton jaune, je me suis dit écoute, il l'a pris en 2 minutes, il l'a pris mais tu le sors 2 minutes, tu fais comment pour envoyer quelqu'un à l'échauffement à un moment donné? Tu n'envoies personne à l'échauffement, t'es pas obligé d'envoyer forcément quelqu'un à l'échauffement, tu l'appelles, tu lui parles. L'importance du coach se fait avoir sur ces moments-là. Et pour moi, je ne dédouane pas Aubameyang, je suis d'accord avec toi, en étant le leader de cette équipe-là, t'as pas à te comporter comme ça c'est sûr. Je ne dis pas que le fautif c'est Boss, du tout, c'est Aubameyang le premier fautif. Mais pour moi, t'aurais eu un coach beaucoup plus intelligent, un coach beaucoup plus impliqué dans son match, il aurait appelé Aubameyang, il aurait fait de la psychologie. Je suis désolé, je dois vous couper sur ça parce que je sais que vous avez envie de parler de Peter Bosz. J'aimerais qu'on parle pour le coup de Tedesco, Domenico Tedesco pour être plus précis. Il va le faire. Qui ce soir, c'est son ami. On l'a vu ça, on en a parlé d'ailleurs cette semaine de Schalke lundi. On avait parlé de ce derby qui arrivait, de leur bonne série actuelle. Si je dis pas de bêtises, c'est 7 victoires, 7 matchs sans défaite plutôt consécutifs. Ils étaient menés 4-0 quand même à la mi-temps, alors que je le disais, ils étaient sur une bonne série. On voit la compo là, d'ailleurs, c'était la compo de la première mi-temps. Donc on voit la compo qu'avait aligné d'abord Tedesco en première mi-temps. On va voir maintenant tout de suite comment il a adapté son effectif donc à 4-0, comment il a changé, qu'est-ce qu'il a changé pour essayer de revenir au score. On va se le voir tout de suite. C'est vrai qu'on se dit que Tedesco, à un moment donné, a pris ses responsabilités et ce soir, ça a vraiment payé Walid. Enfin, c'est un coup de maître. C'est vraiment un coup de maître tactique. Moi, je trouve que ce qu'a fait Tedesco, on en a parlé lundi, là, c'est vraiment son premier fait d'armes. Il a fait, c'est vraiment, Alpha parlait de manque de courage dans les choix de Peter Bosz. Tedesco, c'est le contraire. Il aurait pu être affaissé sur son banc en insufflant à son équipe l'idée que c'était terminé, qu'à 4-0, c'était un match bonus. Non, il a fait les changements qu'il fallait. Il a fait rentrer Amin Harit, on va en parler un petit peu plus tard, qui a fait une entrée remarquable. Il a fait rentrer Goretzka qui était sur le banc à la place de McKennie et Di Santo. Il a remis dans le milieu de terrain une qualité, parce que le gros problème... On la voit d'ailleurs, cette compo de la deuxième mi-temps. Parce que Sam, le gros problème... Qui mettait un peu de temps à arriver, c'est pas Mehrer
mais c'est meilleur. Mais au milieu de terrain, pendant les 25 premières minutes, ils ont complètement pris l'eau. Et avec Goretzka et Meyer, qui ont cette qualité technique pour ressortir les ballons et très rapidement vers l'avant, ça a marché tout de suite. Et on l'a vu en deuxième période. Le premier but leur a fait énormément de bien. Moi, j'aimerais aussi saluer le travail des latéraux en deuxième mi-temps, parce qu'ils ont comblé les manques et les erreurs énormes, parce que Stambouli avait fait une première mi-temps catastrophique et Caligiuri en deuxième mi-temps a fait ce travail pour combler l'apport de Pulisic sur son côté, ou Yarmolenko quand il permutait. Et vraiment, Tedesco a fait les choix qu'il fallait, et moi c'est vraiment sa gestuelle sur le banc de touche. Là tu sens justement que tu as quelqu'un qui est avec toi. Il y a toujours cru. Les diplômes servent à quelque chose, Alpha? Ouais, mais c'est pas que les diplômes. On sait qu'il y a des entraîneurs qui vont venir là, qui n'ont pas de diplôme encore, mais qui ont cette intelligence, ce côté meneur d'hommes. Et lui, il l'a, ça s'est vu. Il réagit. Quand tes hommes prennent l'eau comme ça au bout de 25 minutes, c'est très compliqué de créer l'électrochoc, de les réveiller. Et du moment où tu te lèves sur ton banc, t'analyses avec ton équipe justement, vous êtes là pour ça, vous regardez le match, les autres sont en plein de la tête dans l'eau et ils peuvent pas voir ce qui se passe. Justement, toi, tu es là, tu les accompagnes, tu donnes ta main de maître et là, ils savent qu'il y a quelqu'un qui peut les insuffler quelque chose. Et ces deux changements, on a vu. Et le défenseur serbe qui est rentré, Nesagic, on a vu comment l'alignement a été très propre en seconde période. Et ça, malheureusement, pourquoi aujourd'hui on ne parle pas beaucoup des joueurs de Schalke, on parle beaucoup de Tedesco? Bien sûr. Parce que c'est sa patte qu'il a mis là. Et voilà. C'est la force un petit peu de Schalke aussi cette saison, c'est d'avoir un entraîneur capable d'avoir des coups dans son chapeau. Non mais justement, ce que je voudrais saluer aussi, depuis tout à l'heure on parle de choix tactiques, d'entrée de joueurs, de changements, etc. C'est le public que toi tu veux. Pardon? C'est le public. Non, on peut en parler aussi, mine de rien. Non, les remplaçants à la fin du match qui ont fait une rentrée tonitruante, on peut le dire. Le remplaçant de Dortmund ou... Oui, les deux sur les. Non, à la 96e minute. C'est vraiment la manière avec laquelle il a su remettre ses joueurs sur les rails mentalement, parce qu'il fait le choix, en première mi-temps, le premier but, je sais pas si c'est le premier ou le deuxième but, c'est Stambouli qui marque contre son camp. C'est le deuxième. Voilà. Sur le coup franc, c'est ça? Ouais. Voilà, et en deuxième mi-temps, il marque ou il fait une passe décisive? C'est deux passes décisives, Stambouli. Je voulais qu'on en parle d'ailleurs de lui et de Amin Harit. Le mec part d'une première mi-temps où il marque contre son camp, il revient en deuxième mi-temps, il fait deux passes décisives. Et ça, c'est l'exemple en fait, c'est l'exemple sur lequel je voudrais m'appuyer pour voir à quel point Tedesco a su remettre les joueurs sur les bons rails mentalement, et à quel point il a su insuffler quelque chose à son équipe. Et pour moi, c'est symptomatique, vraiment. Avec l'image de ce joueur, l'image de Stambouli en fait par rapport à ce match. Oui, parce qu'il aurait pu le sortir. Exactement, voilà, c'est le choix courageux, de le laisser. On parlait d'Aubameyang pour l'instant, il a mis le bouillon. En première mi-temps, Stambouli, il est catastrophique. N'importe quel entraîneur rentre dans le vestiaire et il fait, parce qu'en plus il fait rentrer Nastasic. Sauf Bielsa. Oui, non. Comme il le fait avec Balotelli. Non, sauf Bielsa. Mais il a placé Bielsa aujourd'hui. C'est gentil. On parlera de Lille tout à l'heure si tu veux parler de Sacramento. Mais Tedesco, voilà, il aurait pu sortir Stambouli, surtout qu'en plus il fait rentrer Nastasic, qui aurait pu prendre sa place numériquement. Non, c'est vrai que je rejoins Loïc, c'est que à la mi-temps il a dû le booster en lui disant c'est pas grave garçon, t'as fait des erreurs, mais je veux te voir beaucoup plus fort en deuxième période, et c'est ce qu'il a montré. Mais sincèrement, on a vu une équipe transfigurée, même si encore une fois Dortmund a fait des erreurs individuelles énormes, et il y a eu deux périodes dans la deuxième. La première à 11 contre 11 où Dortmund a quand même eu des occasions pour faire... C'est ce que je voulais dire justement. Dortmund a le ballon quand même. Les deux buts sont pas des contres, mais après il y a eu le rouge d'Aubameyang sur Harit. Si on peut parler d'Harit, on peut en parler. Il y a même eu un moment où ils ont été à 10 contre 10, puisque je sais plus, c'est Harit, je crois. Il y a eu un moment où ils étaient à 10 contre 10 et où Dortmund aurait dû profiter un petit peu de... Mais le but de Caligiuri, le troisième, juste après le rouge. Vous voulez pas parler d'Harit? Si, on va parler d'Harit. A vraiment conditionné la fin de match. Mais oui, Harit, voilà, c'est un joueur que la Ligue 1 connaît. Parce qu'il est passé à Nantes, qu'il a gagné la Coupe du Monde U20 avec l'équipe de France. Il a choisi le Maroc. L'Euro 19. L'Euro 19, pardon, merci Sam. Et il a fait une entrée à l'image de son début de saison qui était vraiment intéressant. Mais comme Tedesco, c'est vraiment son premier fait d'armes en Bundesliga, parce que dans l'impact physique,
On sait que c'est un joueur qui techniquement est habile avec le ballon, qui peut apporter dans les 25 derniers mètres. Mais là, vraiment, au milieu de terrain, quand il s'insérait avec Goretzka et Meyer, il a vraiment répondu dans le combat physique que le milieu de terrain de Dortmund imposait. Il a mis ce deuxième but qui vraiment relance Schalke. Et il y a eu cette blessure dont tu parlais, Sam, qui m'a vraiment marqué sur le deuxième jaune d'Aubameyang. Il sort pendant 10 minutes. On pense qu'il va être remplacé. Non, il dit... Il ne peut pas être remplacé. Il peut pas, changement. Voilà, il peut pas, il revient vraiment avec une mentalité de grand bonhomme. Charognard. De grand bonhomme, il repart au charbon et il fait une fin de match monstrueuse. Et je pense que ce match-là va lui servir. Je sais pas ce que vous en pensez, Alpha et Loïc, mais depuis son départ de Ligue 1, il est quand même un peu plus affûté. Aminarit, on a l'impression ça lui a fait du bien. Ça, on va pas le répéter. Quand tu quittes la Ligue 1, tu travailles mieux ailleurs et tu te sens beaucoup plus à l'aise. Ah non, c'est pas forcément ce que je voulais dire, mais c'est vrai que. C'était un garçon aussi à Nantes qui avait pas non plus, qui avait pas non plus le comportement adéquat si on s'en réfère à ses coachs. C'est ce que je te dis. Quand tu quittes la France, on va pas l'apprendre. Malheureusement, il y a des gens qui ne se sentent pas à l'aise ici, il y a des gens qui ne veulent pas s'exprimer, il y a une bureaucratie qui est compliquée, il y a des entraîneurs, il y a beaucoup de choses. Dès qu'ils partent à l'étranger, ils sont beaucoup plus libérés. Quand tu parles avec des joueurs français qui sont à l'étranger, ils te disent 90% la même chose. Aujourd'hui, moi, ce que je veux dire sur Harit, c'est au-delà de tout ce que tu as dit, tu as parfaitement bien résumé, c'est son positionnement aussi. C'est le fait qu'il parvenait à jouer entre des lignes, le fait qu'il parvenait à trouver une touche de balle directement à un coéquipier libéré. Dortmund n'a pas perdu totalement la possession du ballon. C'est ça, il a joué très simple. Dortmund n'a pas beaucoup perdu la possession du ballon. Il y a eu justement ce repositionnement défensif de l'équipe de Schalke qui empêchait Dortmund d'avoir de vraies occasions, contrairement à ceux qu'ils avaient en début de match. Et devant, comme tu l'as dit, Harit, il a joué très simple. Ça a permis à cette équipe de pouvoir avoir des décalages et de piéger cette défense. Un match avec cette intensité-là, il n'en a jamais joué, Harit. Ah oui, il est très jeune, il vient d'arriver. Après, il était à Nantes. Sans atténuer ce que tu dis sur la performance d'Harit, parce qu'encore une fois, je le reconnais tout ce que vous avez dit, je vais pas prolonger là-dessus. Je voudrais vraiment insister sur l'entrée de Mario Zagallo. Zagadou, voilà. Oui, Zagadou, qui est formé au Paris Saint-Germain, c'est un Français aussi. Voilà. C'est pas Mario d'ailleurs. Non, c'est pas Mario. Non, mais parce c'est Axel, je crois. C'est Axel Zagadou. Mario Zagallo, c'était le sélectionneur du Brésil en 98. C'est pour ça, mais Mario et Luigi aussi. Deux amis. Voilà, ça me fait penser à ce nom. On va faire assez rapidement. Non, je voudrais insister sur son entrée, parce que voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure, il est responsable sur les 3e et 4e buts de Schalke. Déjà, quand il était rentré face à Stuttgart, je dis titulaire, je sais même plus. Mais le match qu'il fait contre Stuttgart, pas terrible. Non, mais c'est pas la première fois que Zagadou voilà, est pas bon. ça fait un petit moment. Mais c'est à l'image de la même si on n'est pas facile. Non, mais on parlait de Peter Bosz. C'est pas facile de le lancer en ce moment et avec. C'est pas facile de le lancer en ce moment. Bien sûr, mais justement, pourquoi il fait le choix aussi de le lancer à un moment où la pression, elle est. Zagadou, il a jamais à être là. Zagadou, faut savoir que son premier match. C'est pour ça que je parle de Peter Bosz aussi. Zagadou, il fait les erreurs qu'il fait, mais Peter Bosz, pourquoi il lance à ce moment-là? Il y a tellement de pression, il y a tellement de pression que même le stade s'est tué. Même le stade, même les supporters n'encourageaient plus Dortmund. Ça d'ailleurs c'est très rare c'est très rare, je sais pas, mais j'ai rarement vu le Westphalen dans un état comme ça. Non mais le choix Zagadou, il est compréhensible. Peter Bosz, déjà d'une, il voit qu'à 4-2 il a 10 contre 11, donc il fait un choix défensif. La deuxième chose c'est que Guerreiro est complètement cramé et on le voit avant qu'il sorte, il est à terre, il est crampé et donc il fait rentrer Zagadou qui est son seul joueur défensif qui est sur le banc, et il le fait rentrer et c'est un mauvais choix, mais oui, Zagadou Tedesco c'est costaud, Boss j'ai pas la Boss. Ouais, voilà, c'est pas grave. On va passer à l'autre match de la journée, l'autre gros match même qui se déroulait aujourd'hui à Gladbach. C'était le Bayern, le leader qui se déplaçait au Gladbach, je viens de le dire. La première défaite de Jupp Heynckes en 10 matchs à la tête, en 11 matchs même à la tête du Bayern. 2-1. Ouverture du score de Torgan Hazard pour les locaux. Et deuxième but de Ginter, c'est Vidal sur coup franc. Pas sur coup franc. Ah non. Si, Vidal sur coup franc. Mais non, il met une reprise de volée. Bon d'accord, donc j'ai confondu. Non mais ça resté sur le match de Dortmund. Non mais c'est pour ça, j'ai confondu. Donc Vidal qui a permis aux Bavarois de voir 50 matchs à la journée à force des fois.
Heureusement, j'ai pas confondu avec un club de Ligue 1, ça aurait pu être une insulte pour Vidal. On va d'ailleurs avoir un joueur du Borussia Mönchengladbach pour nous raconter un petit peu cette victoire sur le leader bavarois. On va appeler tout de suite Ibrahima Traoré. J'ai mon téléphone avec moi, la régie. Est-ce qu'on peut me le connecter pour qu'on puisse avoir Ibrahima Traoré? C'est en Wi-Fi. C'est le surplus. Là, dans le futur. Je sais pas comment Vidal a marqué, mais par contre, t'es dans le futur en termes de téléphonie. C'est incroyable. Ibrahima Traoré, donc, qui sera avec nous, le capitaine du Sili national, bien sûr, et qui joue aujourd'hui, toujours depuis 5 saisons à Mönchengladbach. Il est blessé, c'est pour ça qu'on le voit un peu moins cette année en Bundesliga. Il va nous parler un petit peu de ce match. Avant qu'il décide de prendre. Pardon, Alpha? On peut parler du match avant. Oui, bien sûr, on va parler de ce match. C'est la première, pour parler rapidement du Bayern, avant de parler de Gladbach, c'est la première contre-performance pour le Bayern, mais on a senti que c'était un peu un match post-Ligue des Champions assez calme. Ouais, mais elle est due à plusieurs choses. Si on voit la liste de blessés que Jupp Heynckes doit que Jupp Heynckes doit composer, c'est effarant. Manuel Neuer n'est pas là, David Alaba n'est pas là, Thiago Alcantara qui vient de se reblesser, les deux sur les côtés, Ribéry et Robben qui faisait un très bon début de saison, et Thomas Müller. Ça commence à faire beaucoup, et on l'a vu aujourd'hui. Il a bricolé, il a mis je sais pas si on peut voir la compo, mais Tolisso était sur le côté, il permutait énormément avec Rudy. Offensivement, James joue sur un côté, donc il n'est pas à son poste. Offensivement, c'est très très stérile. On l'avait vu contre Anderlecht mercredi, et là on est sur la même lignée. Ils ont rencontré une équipe de Gladbach qui face au Bayern. Il y a beaucoup d'absents, il faut le dire quand même pour le Bayern. Oui, je viens de le dire. Mais je veux dire, ça peut expliquer aussi la contre-performance. C'est ça, voilà. Et je pense que ça va être très compliqué pour Jupp Heynckes dans les prochains. J'ai le téléphone qui sonne, je crois. Allô? Oui, Ibrahima, est-ce que vous nous entendez? Allô, bonsoir. Bonsoir Ibrahima, merci d'être avec nous, international guinéen et donc joueur du Borussia Mönchengladbach. J'espère que je le prononce bien, Ibrahima, vous m'en voudrez pas si mon allemand n'est pas parfait. J'ai envie de vous poser une question simple ce soir. Ça a bien été prononcé. Ah bon voilà, tant mieux, ça veut dire que j'ai bien révisé. J'ai envie de vous poser une question simple ce soir. Oui, J'imagine que le groupe est heureux ce soir et satisfait d'avoir terrassé l'ogre munichois et de conserver cette belle 4e place pour l'instant pour Gladbach. Très heureux. Match, très bon match, accompli, abouti. On savait qu'on aurait des opportunités et qu'on devrait bien les exploiter. Ce qu'on a fait, on savait qu'il fallait après faire le dos rond, bien défendre. Très bien défendre, on allait beaucoup subir, mais on a subi, mais on n'a pas rompu. Soirée exceptionnelle. Oui, on voit que ça a l'air quand même la joie à Gladbach. Alpha Baldé est avec nous. Alpha, tu voulais réagir sur cette belle victoire des coéquipiers d'Ibrahima Traoré. Le bon vieux Alpha. Salut Ibo, déjà félicitations pour cette victoire. Moi, tu connais, je suis un petit peu cette équipe-là depuis un moment, depuis que tu y es, faut pas se le cacher. Cette saison, il y a eu un changement d'entraîneur. Alors, on a l'impression que, avant, cette équipe de Gladbach, pour ceux qui la connaissaient pas, avec beaucoup de fulgurance, se projetait beaucoup vers l'avant, mais laissait beaucoup d'espace derrière. Il y avait notamment des systèmes de jeu qui changeaient de temps en temps, des 11 types qui se dégageaient pas. Mais j'ai l'impression que ton nouveau coach, il s'est beaucoup basé sur une solidité défensive, mais également pour essayer d'avoir pour répéter le même 11 pratiquement. Ça paye un petit peu, c'est ça? C'est exactement ça, ça paye. Système de jeu clair. On se repose sur 2 systèmes de jeu, le 4-4-2 ou en cas de mauvais résultats ou si un match ne va pas dans le sens qu'on veut, on se remet dans un 3-5-2 pour jouer, mais pas dans une interprétation défensive, mais plutôt dans une interprétation offensive. C'est-à-dire qu'on ne joue pas dans le 3-5-2 avec les 2 hommes de couloir qui sont des défenseurs, mais plutôt avec des milieux offensifs qui vont pouvoir se projeter. Ça, c'est quand on veut prendre des risques. Mais effectivement, comme tu l'as dit, comme tu as très bien analysé, le coach solidité défensive avant tout, parce qu'on sait offensivement de quoi on est capable, de contrer, d'avoir la position du ballon. Donc, il fallait qu'on se reconcentre vraiment sur l'aspect défensif des choses. Et on voit à l'image du match d'aujourd'hui d'un Torgan Hazard qui a défendu énormément, mais qui a eu aussi ses occasions et ses actions devant, que c'est ce qui fait la force du groupe.
Walid, tu voulais revenir sur le match. Ibrahima, sur le match, il y a eu quand même un changement très important en tout début de match. Christophe Kramer qui sort blessé. On sait d'ailleurs comment il va Kramer, Ibou, si tu as de ces nouvelles pour tout le monde. Ouais, il va bien. C'était juste un petit KO qu'il a eu. Donc, c'est pas l'épaule, c'est pas quelque chose de corporel, c'est juste un petit KO. Donc, le coach n'a pas voulu prendre de risque, mais après le match, il allait bien. Il est même venu sur le terrain pour fêter ça avec l'équipe. Voilà, parce qu'il faut dire qu'on a peur, il avait une commotion cérébrale lors de la finale de la Coupe du Monde en 2014, lors d'un choc avec Guaray, si j'ai pas de bêtises. Je crois qu'il se rappelait même plus de la finale, du coup. Oui, d'ailleurs, il se rappelait pas de la finale. On est content de l'apprendre, Ibrahima. Pour revenir sur la sortie de Kramer, on sait que voilà, c'est un pion essentiel dans l'entrejeu de Gladbach. Comment, avec l'entrée de Janschke, l'équipe s'est remodelée, parce qu'on a vu 10 minutes après sa sortie, 10 minutes bavaroises assez intéressantes. J'avais un peu peur pour la suite du match, et derrière on a senti tout de suite une équipe de Gladbach entreprenante. Est-ce que ce laps de temps a été difficile à gérer? Toi, comment tu l'as ressenti en regardant le match? Ben moi, je ne me suis pas fait trop de soucis, parce que je comprends que oui, les 10 bonnes minutes bavaroises sont arrivées directement après, mais si vous avez bien analysé et bien regardé le match, c'est que le changement de Kramer, il a provoqué un changement de position de plusieurs joueurs individuels. C'est-à-dire que Matthias Ginter est monté au milieu de terrain numéro 6, Nico Elvedi est revenu dans l'axe et Tony Janschke a pris le côté droit. Donc, 3 joueurs qui changent de poste en cours de match. C'est normal que peut-être pendant 10 minutes, il faut s'adapter. Enfin, on a déjà joué comme ça, il faut s'adapter. Et surtout, Tony est rentré sans pouvoir s'échauffer. Donc c'était compliqué, mais on sait déjà comment ça se passe quand Chris n'est pas là. Loïc. Ouais, salut Ibou, je voulais te poser une question, moi, plus par rapport à votre saison. On a vu sous cette saison en Bundesliga les gros avoir un petit peu plus de soucis, avoir plus de mal, le Bayern contre vous. Dortmund qui a du mal en ce début de saison. Enfin, ce début de saison, on n'est plus vraiment au début. Schalke aussi qui avance, mais à son rythme. Du coup, les objectifs pour Gladbach, c'est quoi aujourd'hui? L'objectif, il est celui qu'il a toujours été, c'est de se qualifier pour l'Europe. C'est la première saison depuis au moins 4 ou 5 saisons qu'on ne se qualifie pas pour l'Europe. Donc l'objectif, c'est de se qualifier pour l'Europe. Et on sait très bien que, pour avoir joué l'Europe toutes ces dernières années, on sait très bien que les équipes qui vont jouer l'Europe, ils auront moins de jus, parce qu'ils auront peut-être un effectif moins conséquent que celui du Bayern ou de Dortmund, et qui vont laisser des forces en Europe. Donc c'est à nous, avec notre effectif conséquent et de qualité, de profiter de ça. Donc on sait très bien que c'est peut-être un avantage pour nous de ne pas jouer cette année l'Europe pour mieux la retrouver l'année prochaine. Tu penses qu'il est possible de grappiller un petit peu plus que l'Europe? D'accord. Non, en Allemagne, non. mais Ibrahima par rapport à la question précédente de Loïc, je pense que la clé, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, ça va être de savoir si Raphaël et Torgan Hazard peuvent continuer à jouer aussi bien qu'ils le font en ce moment. On sait que la régularité et les blessures ont fait beaucoup défaut l'an dernier à Gladbach. Raphaël a beaucoup été blessé, Torgan Hazard aussi. Je trouve que c'est lui-même. Toi aussi, et je trouve que c'est vraiment voilà les deux joueurs qui font évoluer Gladbach, qui les mettent tout de suite un cran au-dessus. Est-ce que toi tu penses que ça va être ça la clé cette saison? Je pense que la clé, c'est que peut-être que vous analysez pas la profondeur de banc importante qu'on a. On a un joueur comme Vincenzo Grifo qui avait 6 passes et 6 buts et 13 passes décisives à Fribourg, qui sort du banc. On a un Fabi Johnson qui sort d'une saison de 10 buts, qui sort que du banc. Sur le côté, on a moi je vais me mettre dedans, qui est blessé. On a Lars Stindl que vous n'avez pas cité. Oui. Et quand vous regardez, il y a eu beaucoup de buteurs différents. Bien sûr que Raphaël, c'est le joueur spécial de notre équipe, et Torgan, c'est la star montante, c'est le joueur le plus important en ce moment, c'est le joueur décisif. Bien sûr qu'il ne faut pas que tu te blesses. Mais on a aussi des blessés qui sont tous titulaires potentiels. Donc, je ne me fais pas de soucis par rapport à ça. Juste, il faut toucher du bois que ces 2 joueurs-là, bien sûr, ne se blessent pas.
Ibrahima, on l'a rappelé donc ce soir, le Borussia Mönchengladbach, je l'ai encore bien dit, je suis fier de moi, a battu le Bayern Munich, donc 2-1. Vous venez de le dire, vous n'étiez pas dans le groupe ce soir, vous êtes pour l'instant blessé, vous vivez une année assez compliquée avec des blessures assez récurrentes. Quand est-ce qu'on peut espérer vous revoir sur le terrain? Peut-être pour l'Europe la saison prochaine? Enfin, cette année, plus sur le terrain, c'est ce qui est sûr. Bien me préparer pour bien revenir fort l'année prochaine. Oui. Donc un retour en janvier 2018, au premier trimestre 2018, on va dire, pour être assez large? Voilà, premier trimestre 2018. Surtout que tu restes quand même un joueur qui propose une palette un petit peu intéressante du côté de Gladbach, même si tu sais ce que je pense de toi sur le risque personnel, sur le fait qu'il faut que tu prennes plus de responsabilités. Mais tu es quand même un petit peu intéressant sur ton couloir, apport technique, apport offensif très intéressant, avec notamment le redoublement d'efforts pour beaucoup défendre que tu as appris il y a 2 ans. Ton retour ferait du bien, comme tu le dis, avec beaucoup de blessés dans cette équipe. On vous souhaite tout le bonheur cette saison, mais et puis surtout, faudra être beaucoup plus régulier à domicile par contre. Et puis surtout Alpha, je pense qu'avec le 4-4-2, c'est notre problème. Et puis surtout Alpha, avec le 4-4-2 que met en place Eking, je pense qu'Ibrahima peut vraiment être très intéressant dans la percussion. C'est un joueur qui a beaucoup mûri, qui a appris à beaucoup défendre. Avant, il rechignait beaucoup à défendre. Il sait ce que je pense, on en parle beaucoup. Et là, ça se voit qu'il a beaucoup mieux. Mais malheureusement, cette blessure vient le stopper dans ce terrain-là. C'est ce qui est vraiment triste. Il se blesse une fois, il revient, il se reblesse. C'est très compliqué pour ce joueur-là qui, quand tu le vois jouer, moi qui l'ai vu plusieurs fois dans un stade, qui se donne beaucoup, qui triche pas. Et c'est pour ce mental professionnel-là que moi je l'apprécie. Et même s'il sait que j'arrête pas de le critiquer, parce que pour moi, il doit prendre plus de responsabilités. Mais tu critiques beaucoup de gens, Alpha. Mais il est le premier à le savoir, n'est-ce pas? C'est qui aime bien châtie bien, c'est ça. Je peux en placer une. Vas-y. Tu me critiques toi aussi, c'est bon. Je savoure le moment d'avoir reçu un compliment officiel d'Alpha Baldé. C'est rare. C'est rare, Ibrahima, faut en profiter. C'est très rare. On vous souhaite un très bon rétablissement, une très belle saison avec le Borussia Mönchengladbach. Et à bientôt dans le Club des 5. Vous êtes le bienvenu ici, bien sûr. Allez, Ibo, ciao. Merci beaucoup, Ibrahima, d'avoir été avec nous. On reste sur Borussia Mönchengladbach. On peut se tromper sur Mönchengladbach parce que c'est compliqué à prononcer. Juste, on va revenir un peu plus sur le Bayern qu'on a eu peu de temps d'aborder comme on a eu au téléphone Ibrahima. Est-ce que c'est une défaite c'est une défaite accidentelle, c'est une défaite de parcours ou c'est une belle piqûre de rappel quand même C'est une défaite face à un club qui était quand même parti de gagner sur la pelouse de Hertha Berlin, qui est très compliqué à faire. Ouais. C'est une défaite face à un club qui propose beaucoup de bonnes choses face au Bayern Munich, face au gros en Allemagne d'habitude, parce que le Bayern de Pep Guardiola n'avait pas gagné, avait perdu, je pense, à Gladbach. Si, il gagne la première année, les deux années d'après. Le Bayern avec les absents ce soir. Donc c'est une équipe quand même qui est difficile à jouer dans son Borussia Park, c'est très compliqué. Ils aiment jouer le Bayern. Mais ils aiment beaucoup jouer le Bayern. Et non, le Bayern pour moi, c'est malheureusement, Walid l'a dit avant d'avoir Ivo, c'est que tu as une cascade de blessés. Quoi. Le coach il est obligé de remodeler son effectif. 6 titulaires possibles qui sont pas là. Exactement. Donc malheureusement, tu es obligé quand même de beaucoup chambouler ton. Oui, si tu as 6 titulaires qui sont pas là, ça, mais que tu cogites encore. Non, je cogite pas. Je dis les 6. Je suis pas sûr que les 6 sont potentiels. Oui, on va dire 4. Quand tu vois le saison on va dire 4. On va dire 4 joueurs. Non, mais attends, mais faisons-les. On va lui dire 4. Allez, c'est bon. Il vient du Gabon, je te dis, on discute, donc quand tu dis 4, c'est compliqué, c'est pas compliqué. Donc 4, si tu as 4 quand même titulaires dans un grand club qui sont pas là, admets avec moi que quand tu rencontres un club qui n'est pas très long au classement, c'est quand même compliqué. Tout à fait. Et même si dans le match, ils n'ont pas été dégueulasses, faut le dire. Kingsley Coman qui touche le poteau, justement, tu as Henkens qui réagit, qui fait rentrer Kingsley Coman, qui fait une très belle entrée, ça touche le poteau, tu as des opportunités. Gladbach qui joue pratiquement toute la seconde période reculée parce qu'ils sont reculés un petit peu. Et pour moi, c'est un coup d'arrêt. C'est vrai qu'il y a eu des temps forts. C'est un coup d'arrêt monumental pour Henkens qui avait repris cette équipe en main. Et lui qui est né là-bas en plus. Il peut pas gagner tous les matchs, Sam. Il a fait déjà un boulot monstrueux avec ce qu'il avait sous sa main. Je le répète, des joueurs comme Robben qui depuis le début de saison, en tout cas depuis que Ancelotti est parti, était le top player de cette équipe. Au milieu de terrain, Thiago Alcantara. Martinez surtout. Voilà. Non, mais bien sûr, Thiago Alcantara. Faut rappeler du match qu'il fait contre Dortmund au milieu de terrain avec Rames et Javi Martinez. C'était très très grand. Voilà, t'as des joueurs quand même qui sont pas là. T'as une colonne vertébrale qui n'est pas là, et surtout sur le système offensif. Et on a vu un Lewandowski esselé. Tu parlais de Kingsley Coman qui est rentré juste avant la mi-temps à la place de Bernat. Henkes a essayé de chambouler un peu son système, de passer un 3-5-2. On n'a pas trop bien compris. Rudy et Tolisso permutaient énormément. Merci beaucoup. Au milieu de terrain, Vidal a fait son match, même si encore une fois on n'a pas retrouvé le grand Vidal qu'on a connu notamment à la Juventus ou lors des 2 premières années
gagné au Bayern. Voilà, il y a des choses qui ont fait que malheureusement, le Bayern, malheureusement ou heureusement pour les poursuivants, c'est un gros coup d'arrêt. Et puis surtout, ça relance le championnat. Leipzig a gagné contre le Werder. Leipzig est à 3 points. Heureusement que le Bayern, surtout que heureusement pour le Bayern qui a pu avoir pour nous mieux aussi, entre parce que Schalke et sinon Dortmund. on n'aura pas d'émission. Pourquoi pas, on aurait brodé quand même, ne vous inquiétez pas. On a tellement parlé d'Allemagne qu'on est en retard sur le reste du programme, mais c'est pas grave, c'est bien de parler de la Bundesliga. On va passer maintenant, hop, petit changement de décor. Première Ligue, direction Liverpool, j'allais dire direction Londres, mais non, Liverpool est bien un club d'une ville autre que Londres en Angleterre. Là, bravo les gars, franchement, niveau géographie, j'aimerais savoir vos notes en bac, vous avez dû être pas mal. Donc on passe au match of the day, entre guillemets, en Angleterre aujourd'hui, Liverpool-Chelsea, donc 40 fil à 18h30. Match nul, un but partout. Un match que pourtant les Reds dominaient. Ils avaient ouvert le score par l'intermédiaire de Mohamed Salah, meilleur buteur de Première Ligue maintenant avec Harry Kane, non, avec le nombre de buts. Voilà, parce que tu m'as posé la question avant l'antenne et tu n'arrives même pas à t'en souvenir. Bravo. Parce que je pensais à quelque chose. Et dans les dernières minutes, le super sub de Chelsea, j'ai envie de dire, Willian qui rentre et qui met un espèce de ballon léché, un centre lobé. Je pense qu'il voulait la donner à Morata. Je pense qu'il voulait l'envoyer à un supporter dans les tribunes et ça finit en lucarne de Mignolet. En tout cas, c'est un bon point pris par Chelsea ce soir. On se dit même que s'il y a des regrets à avoir, c'est vraiment du côté de Liverpool, Alpha. Bah oui, carrément. S'il y a des regrets à avoir, comme j'ai écouté Klopp à la fin du match, il dit sans vouloir, mais il s'en veut qu'à lui-même. C'est compliqué. On va voir pourquoi il s'en veut qu'à lui-même. Parce que quand on voit la compo, c'est vrai qu'on est un peu étonné. On est beaucoup étonné parce qu'aujourd'hui, on a Sturridge qui fait un non-match. On a Chamberlain c'est pas la première fois. C'est pas la première fois du tout et ça s'est ressenti. Tu as l'absence de Firmino aujourd'hui dans la fluidité offensive, dans la combinaison pour trouver quelqu'un à relais pour que Salah puisse jouer. On a vu que ça a été très compliqué pour lui. Il a été obligé de prendre des décisions personnelles tout le long du match, même si en seconde période, le fait de rapprocher, continuer un petit peu et d'essayer de jouer avec les deux, ça portait un peu fruit. On a vu l'entrée très tardive de Sadio Mané. J'ai pas compris ce qui se passait dans la tête de Klopp. Alors là, je commence depuis un bon moment à me poser des questions sur ce coach-là, notamment sur les transferts, sur tout ce qu'il y avait autour, comment l'équipe a été constituée. C'était pas par constituée. rapport au match aussi à Séville qui a pu... mais quel que soit... je pose la question, je justifie pas, mais est-ce que c'est pas par rapport au match de Séville qui a coûté un petit peu d'énergie? C'est compliqué quand même, Loïc, aujourd'hui, de se passer Sadio Mané. Tu peux pas jouer Firmino, je pose des questions encore une fois. Tu ne peux pas jouer une équipe comme Chelsea, qu'on sait qu'il y a une base défensive très solide, qui joue replié, comme va forcément le répéter. Il attend son moment sur Antonio Conte. Tu ne peux pas jouer face à Chelsea, qui a un bloc très bas, très resserré, qui est donc difficile à manier, sans mettre un duo d'attaque qui va te les faire bouger. Après, il était pas loin de réussir un coup quand même. De quoi ? Après, il était pas loin de réussir un coup quand même. Oui, mais si tu joues face à Chelsea en te disant je vais réussir un cours, c'est que c'est déjà honteux. C'est très honteux parce que tu ne peux pas jouer face à une équipe qui ne joue pas, tout simplement. Qui vient jouer un coup, justement. Non, qui ne joue même pas au football, Chelsea. Alors là, mais Chelsea, ça ne joue pas. On est face à Liverpool. Non, mais on est d'accord que Chelsea, ça ne joue pas. On est d'accord, on peut pas dire le contraire. Même si tu as quelques individualités dans l'équipe qui te proposent quelques actions qui sont très intéressantes, comme Kanté, ou comme Willian quand il est rentré, ou comme Morata quand il rentre avec beaucoup d'activité. Morata quand il touche le ballon. Tu ne peux pas jouer face à Chelsea en te disant je vais jouer un coup en mettant Mané sur le banc. Ils sont gentils, la rédaction d'Armin Zappacosta et Alonso aussi haut. Parce que normalement, ils sont bien plus bas. Je pense qu'il n'y avait pas la place d'aligner les 5. C'est ça, je pense aussi, ouais. Il n'y avait pas la place de refaire le bus, ils sont un peu plus petits. Non, mais sur Liverpool, je suis assez d'accord avec Alpha. On a essayé hier en faisant le preview avec toi d'imaginer la compo probable. On était très très loin j'étais très très loin de la compo alignée par Klopp. Moi, je comprends pas le choix. J'ai compris le choix Klavan-Matip parce que Lovren depuis 2 mois il est catastrophique, mais offensivement, Oxlade-Chamberlain n'a pas de vrai temps de jeu. Il n'y a pas de garantie en plus. Depuis le début de saison. Il faut arrêter avec ce mec. Voilà, et surtout les pour Liverpool. les automatismes entre Sturridge, Oxlade et Salah et les trois derrière. Ils ont pas souvent été alignés ensemble cette saison. On les a vus en première mi-temps, ils ont essayé et il le disait Alpha à juste titre. Mohamed Salah, même s'il a eu un peu de déchets, il a essayé. C'est lui l'impact player du match. C'est l'arme fatale de Liverpool. C'est le seul qui pour Liverpool a parce que même Coutinho il passe à côté de son match. A dérangé, on va dire, le système de Chelsea. Il y a une action qui est juste un truc, il y a une action qui est symbolique, c'est cette dernière occasion obtenue par Salah justement. C'est un long ballon dévié de la tête par Milner
qui va retomber dans les pieds de Mohamed Salah, qui cadre son tir, qui est sauvé malheureusement. C'est pas du Liverpool, ça. C'est pas du Klopp. D'envoyer des longs ballons sur Salah. D'envoyer des longs ballons sur Milner. Non, c'est énorme, ça, d'envoyer des longs ballons sur Salah. Sur Salah, c'est impossible que tu les envoies. En tout cas, le jeu en contre-attaque, je sais pas, on peut parler de jeu en contre-attaque, mais ils l'ont souvent fait cette saison quand même avec Sadio Mané. Non, mais d'envoyer des longs ballons, que Liverpool se projette très rapidement, comme Klopp l'a fait avec Dortmund, avec un milieu très bas qui te cherche les côtés. Il le fait avec Liverpool quand même. Oui, il le fait, mais il le fait beaucoup moins face à Séville. Face à Séville, on l'a vu, c'était beaucoup de longs ballons. T'as des relais au milieu de terrain, mais j'ai souvent vu Liverpool dans des situations où justement. À l'époque de Peter Crouch, peut-être, ouais. Non, cette année, où ils étaient en situation défensive, où ça allait très très vite, ça se projetait très rapidement avec Salah. Et Sadio Mané et Firmino en soutien. Non, les phases de transition de Liverpool, lui il te parlait de longs ballons. Les phases de transition ils vont très vite, mais ça joue au sol. T'as un Firmino qui essaie de s'intercaler entre les deux lignes de 4 pour faire le lien. Et t'as Salah et Mané qui vont très très vite vers l'avant pour essayer de faire des appels tranchants. C'est pas leur identité pure. Ce que je dis, c'est que je l'ai vu fait. Ah oui, d'accord. Peut-être, mais le problème, pour moi. On parle de l'attaque de Liverpool, Walid. Il y a aussi, j'aimerais qu'on en parle. Il y a aussi un souci de l'autre côté, c'est à Chelsea. On disait que cette équipe ne veut pas jouer au football, mais Morata devant le pauvre. Alors est-ce que c'est une méforme? Non, mais c'est même pas que Morata. Moi, sincèrement, Morata, il est bon. Sur le but, c'est Morata, je pense, qui décroche, qui essaie qui joue avec Fabregas, je sais pas qui trouve William. Pauvre Morata, moi j'ai envie de dire à un moment donné. Oui, mais je sais pas, il doit pleurer. C'est compliqué le match encore pour lui. Moi, c'est pas Morata. Moi, franchement, Conte, ça commence vraiment à me fatiguer de regarder Chelsea. Je suis frustré, je le dis. Par contre, aujourd'hui, c'est lui qui donne le point à Chelsea. Non, mais non. De par ses choix. Non, Alpha, tu peux pas dire ça. Parce que s'il met la compo de départ qui termine, je suis désolé, mais tu vas chercher 3 points à Liverpool. Tu joues une équipe. Sauf que c'est pas sa philosophie. Quand tu joues Liverpool, tu te dis forcément que tu es en face. Ne me dis pas que c'est le point de Conte, alors si c'est pas sa philosophie. L'égalisation, les changements de Conte, tu peux pas dire le contraire, ont apporté plus à Chelsea. Mais parce qu'il se trompe dans sa compo. Non, mais qu'il se trompe, l'un n'empêche pas l'autre. Il se trompe dans sa compo, d'accord, il n'y a pas de souci. Sauf que après, c'est lui qui. Dans ce cas-là, je comprends ce que veut dire Walid. Je comprends aussi ce que veut dire Walid. Sauf que le nier. On est d'accord. Toi, ce que tu dis, c'est que Conte prend un point. Lui, ce qu'il dit, c'est que Conte perd 2 points. Oui, je pense que c'est plutôt ça. Oui, c'est de la philosophie. Après, ça dépend. Conte perd 2 points, Conte perd 6 points. Il n'y a pas de problème. Sauf que Conte se rattrape en faisant des changements qui permettent à Chelsea, qui était dans un temps mené. Est-ce qu'il n'y a pas un souci Est-ce qu'il n'y a pas un souci Conte depuis le début de la saison à Chelsea quand même? Oui, mais ça, on l'a dit. Non, on l'a pas dit. Parce que là, non, mais ce soir, ce qu'il fait. Face à la Roma, pour moi, c'est Conte qui perd ce point. Il est de Chelsea qui recule. On peut dire qu'il continue. Il s'entête. Forcément. Il a un crédit limité avec son titre de champion et ça va s'arrêter après le Boxing Day. Analysons vraiment les choix et si on peut revoir la compo, analysons les choix. Si tu le demandes, on y va. S'il vous plaît, en régie, analysons les choix de Conte. Il met Drinkwater, Bakayoko, Kanté. Mais quelle est la diversité dans ce milieu de terrain-là? Excuse-moi, Kanté n'a pas le même profil que Drinkwater et Bakayoko. Non, Kanté peut faire un petit peu plus, mais globalement, ça reste... Bakayoko, dont on va parler dans quelques instants. On va faire un petit focus sur ça, mon le premier français. mi-temps, Drinkwater, combien d'occasions il a dans les 25 derniers mètres quand Hazard fait un énorme travail. Mais c'est pas sa place. Pourquoi ne pas reproduire le système qui a tant marché l'an dernier, ce 3-4-3 avec Pedro Hazard ou Willian Hazard et Morata? Hazard, en deuxième période, il est complètement transparent. Pourquoi il est transparent? Parce que le mec, il en peut plus physiquement. Il doit faire des courses. En première mi-temps, il fait des courses immenses. T'as vu Walid, le problème c'est que quand Conte te fait plaisir, c'est que défensivement, c'est pas très costaud comme la saison dernière. Tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est une équipe qui encaisse pas mal, qui laisse beaucoup d'espace derrière. Mais dans ce système-là, mais les joueurs que tu sollicites, Willian, Hazard et tout, quand on les positionne dans un système avec Pedro, c'est des joueurs qui replient pas beaucoup, qui font pas beaucoup d'efforts défensifs. Pedro, il est connu pour ça. Il a souvent été rappelé à l'ordre. Pourquoi l'an dernier ça marchait? L'an dernier, comme je t'ai... C'était un autre contexte aussi pour Chelsea qui avait... c'est ça, mais on arrive... Moi, j'ai l'impression que tu bloques... Oui, mais c'est ça, j'ai l'impression que tu bloques beaucoup sur ça. La saison dernière, t'as beaucoup de choses, t'as beaucoup de situations qui rentrent en compte, c'est-à-dire que c'est une équipe qui n'a pas beaucoup de matchs à jouer. Donc, des joueurs se reposent beaucoup. Donc, le coach arrive à bien travailler avec ses joueurs, ça c'est 2. Et troisièmement, t'as un effet de surprise. C'est ce que je lui dis. Mais quel effet de surprise, Alpha, quand tu changes ton système? Tu le changes, ton système. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comment tu fais pour être dangereux offensivement face à une équipe très fébrile comme Liverpool? Rappelle-toi la fin de saison de Chelsea, ce titre, ils vont aussi le chercher à un moment donné, à la fin, on rabat un peu. Mais donc toi, tu dédouanes Kanté? Moi, je suis désolé, tu dédouanes. Attention, mais j'ai l'impression que t'es focus sur Kanté, t'es dans le bashing. Mais ce que je te dis, c'est que Antonio Conte aujourd'hui, sur le produit de Chelsea, ce que fait Chelsea, c'est une honte.
Je suis le premier à te le dire. Sauf que la saison dernière, le mec, il est magnifique parce que tu as l'effet de surprise et tu peux pas comparer ces deux saisons-là. Cette saison, tu as la Ligue des Champions, tu as beaucoup plus de matchs et tu as le mercato, tu as les problèmes qu'il y a eu. On sait la démission récente dans le board de Chelsea. On sait également à l'interne ce qui se passe. Non, mais malheureusement, le terrain, mais Walid, un supporter dans un bar-café peut te dire on parle du terrain, mais toi et moi, on sait que le terrain ne se limite pas qu'au terrain. On sait qu'il y a la préparation, il y a l'avant-match, il y a ce qui se passe, le relationnel entre le coach et ses dirigeants. On a même vu des coachs, des coachs aligner des joueurs pour faire payer aux dirigeants leur choix. Des joueurs qui ne pouvaient pas donner les résultats qu'on voulait. Donc tout ça, c'est un peu nos compteurs. On n'arrivera pas à vous mettre d'accord. J'aimerais avoir l'avis de Loïc sur ce sujet avant de passer à Thiemoué Bakayoko. Je vais plutôt rejoindre Walid aussi. Quand on voit la fébrilité de Liverpool défensivement, surtout voilà, Liverpool sort d'un match quand même où un peu à la Schalke Dortmund, où ils mènent 3-0 à Séville, où finalement ils se font reprendre 3-3. Ouais, mais fébrilité défensive face à une équipe qui joue offensivement beaucoup mieux que Chelsea. Oui, d'accord. Certes. Non, mais Chelsea, ça n'a jamais eu le niveau de Séville dans le jeu offensif. Non, c'est des fulgurances, Walid, arrête. Ça n'a jamais dominé offensivement comme Séville. Ça n'a jamais joué. Je ne parle pas de dominer, mais avec l'effectif de Chelsea, je pense qu'on peut clairement dire que Chelsea est capable offensivement de rivaliser avec Séville. Voilà, par rapport à ça, je pense qu'il n'y a pas de... C'est bien plus qu'avec Séville. Attendez, Pedro Hazard, voilà, c'est ce que je dis. Avec l'effectif de Chelsea, on peut largement inquiéter la défense de Liverpool. Non, mais pour vous, c'est pas possible, Loïc. Attends, Walid. Je suis d'accord avec toi, je suis en train de te rejoindre. Il défend en plus, pour une fois, quelqu'un de bien. C'est tout le temps pareil, je fais son avocat, il m'insulte. Vas-y, Loïc, de toute façon, on passera à Bakayoko juste après. Voilà, moi en tout cas, par rapport au match, j'ai trouvé Conte pas assez ambitieux. Quand on voit la dynamique de Liverpool, enfin en tout cas par rapport au dernier match, je trouvais que cette équipe était largement plus inquiétable. Ce mot n'existe pas, mais on comprend l'idée. Il y avait largement moyen d'inquiéter beaucoup plus Liverpool, et je pense que Chelsea et Conte auraient dû prendre beaucoup plus de risques sur sa composition que ce qu'il a fait cet après-midi. Allez, on va changer de thème, pardon. On va rester sur ce match Chelsea-Liverpool. J'aimerais qu'on parle d'un joueur de Chelsea, un milieu, pas le meilleur joueur de la saison dernière en Première Ligue, mais bien l'homme que vous avez en plein écran, Thiemoué Bakayoko. Thiemoué Bakayoko, donc, qui a rejoint Chelsea cet été en provenance de Monaco. On se souvient de sa très très grosse saison la saison dernière avec l'ASM, champion de France. Il avait rejoint les Bleus notamment. Et puis il est arrivé cet été, quelques blessures, notamment des résidus de la saison dernière. Ce soir, j'ai quand même tendance à dire que c'est le maillon faible de cette équipe de Chelsea. Je ne sais pas ce que tu en penses, Alpha. Je sais pas, un maillon faible, c'est compliqué parce que tu le mets dans un registre où il a été très bas aujourd'hui. Ou dans une équipe qui ne propose pas beaucoup offensivement, où tu lui demandes juste de mettre des coups, de défendre. On l'a vu un peu fautif sur le but de Salah. Justement, c'est lui qui est remise pour Coutinho. Après Coutinho qui... Non, après moi je suis d'accord. S'il pense déjà à l'équipe de France, j'ai lu une interview, il parlait qu'il se voyait pas inférieur à tous ceux qui sont un peu le milieu de terrain. Il y a quand même du chemin. Je pense qu'il ferait mieux de beaucoup bosser parce qu'il y a quand même pas mal de carences dans son jeu, il faut le dire. Autant le match d'avant la trêve, il a été exceptionnel avec Chelsea. Il a fourni vraiment une palette qui est très intéressante. Non, mais il avait été bon contre il avait très très bon contre United. Autant là aujourd'hui, il a rien compris. Alors est-ce qu'aujourd'hui il faut l'incriminer tout seul parce qu'on voit qu'à non, pas tout seul, mais moi, à titre personnel, c'est vrai qu'on regardait un petit peu cet après-midi encore les performances de Bakayoko depuis le début de saison. Il y a beaucoup d'erreurs. Relativement bonnes quand même. Mais il y a quand même beaucoup d'erreurs individuelles qui coûtent énormément au collectif. Non, je te trouve très très sévère. Et encore une fois, tu parlais de sa saison à Monaco, mais jouer dans une équipe avec une philosophie, dans un 4-4-2 où ça jouait vers l'avant, ça dédoublait sur les côtés. C'était énorme. Un championnat totalement différent aussi. Dans un 5-3-2 avec Drinkwater, Kanté, on lui demande de lui se projeter très très vite vers l'avant, alors que c'est pas son rôle, c'est pas le même système. On a un Hazard qui est virevoltant, mais qui est perdu et qui est seul. Sincèrement. Alors oui, il fait l'erreur sur le but. On doit l'incriminer parce que dans la vision de Conte, on doit être hyper solide. Mais moi, je suis désolé, mais Conte le fait jouer à un poste qui n'est pas le sien et dans un registre qui n'est pas le sien. Est-ce qu'il a bien fait de rejoindre le Chelsea de Conte, surtout le Chelsea de Conte? Je sais pas s'il voit lui, je sais pas si en rejoignant Chelsea, lui, il a cette perspective en se disant, je sais pas s'il savait. On sait avec quel entraîneur on vient quand même. Non, d'accord. Mais encore une fois, ce que disait Walid tout à l'heure, c'est que la saison dernière de Chelsea est différente de cette saison-là. Donc il peut se baser sur
comment dire, il peut se baser sur une perspective différente. Il a quand même beaucoup échangé avec Conte. Non, il a dit le rôle qu'il voulait qu'il ait dans l'équipe. Sûrement, après voilà. Je pense qu'à ce moment-là, après bon, on sait qu'il a sûrement été bien poussé par Monaco. Non mais encore une fois, Sam va le mettre dans un 4-1-4-1 avec à côté de Fabregas et Kanté, avec deux joueurs sur les côtés qui vont très très vite. Tu as ton BEPF? Non. C'est dommage. Il est en train de le passer. C'est dommage parce qu'il y a un petit truc. Je te verrais bien à Chelsea. Ah oui? Il est bon au football manager. Avec l'équipe d'Algérie, ça serait pas mal, je crois. Ils en ont besoin, je pense. Peu importe, donnez-lui ce que vous voulez. Il en fera du bon boulot. Aujourd'hui, le problème, c'est que Bakayoko, dans certaines des compos de Conte, il est privé de certaines de ses qualités. Finalement, on coupe le joueur. C'est quoi ses qualités à Bakayoko, juste pour que je sache? Parce que j'ai jamais su. À Monaco, je l'ai revu, mais c'est quoi ses qualités? T'es dur justement avec lui. Pour le coup, il peut quand même se projeter vers l'avant. Et là, aujourd'hui, quand on parle de la composition, avec Drinkwater et Kanté, et qu'on voit ce que Conte demande à Chelsea, finalement voilà, c'est un joueur solide bien sûr qui rentre bien dans cette on le fait défendre et voilà. Non mais tu veux que je te les donne les qualités moi de Bakayoko? Je sais pas, j'attends. C'est un joueur qui a un impact physique au milieu de terrain, c'est un soldat, c'est un accompagnateur, c'est un joueur qui a besoin d'être à côté. Ça c'est ce qu'on lui a demandé aujourd'hui. C'est un joueur qui a besoin d'être à côté d'un Fabinho. Non, pas d'un Fabinho, mais peut-être oui. Dans ce registre-là, par exemple, non mais dans ce registre-là, soldat, quelqu'un qui va au combat et qui récupère, moi je te place Fabinho, je suis désolé. Non, mais non, regarde, on prenait l'exemple de United. Dans le milieu de United, il y avait Kanté, Fabregas, Bakayoko. Pourquoi Bakayoko est bon? Parce qu'il est dans son registre à aller très vite vers l'avant, parce qu'à côté, il a un joueur, il est déchargé de toute responsabilité à la création. Là, parce qu'il sait pas le faire. Parce qu'il sait pas le faire. Sauf que le problème, c'est quand tu le mets avec Drinkwater et Kanté, qui eux non plus sont des joueurs qui sont dans l'abattage, qui essayent de ratisser énormément, de relancer propre. Kanté peut quand même plus de qualité technique quand même par rapport à ça. D'accord, mais j'ai pas dit que Kanté c'était Matuidi, mais Kanté aujourd'hui c'est pas Fabregas, il va pas te faire des longs ballons, il va pas. D'accord, donc c'est pas que je te dis que Bakayoko aujourd'hui, Antonio Conte le met dans une mauvaise place et il l'accompagne avec des joueurs qui ne sont pas compatibles avec lui. Alors moi je sais pas s'il le met vraiment dans une mauvaise place, parce que quand tu me sors ses qualités, quand je vois le CV que tu m'as énoncé tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un grand gabarit, c'est quelqu'un qui met des coups, qui doit être présent. Je l'ai rarement vu faire ça à Chelsea depuis qu'il est venu. Si contre United, il avait été dans le milieu de terrain face à Matic, il avait été très. Il a été haut. Il a été pas mal haut. Il est parti très haut. Faire le mec, alors faire l'essuie-glace devant la défense, récupérer un nombre incalculable de ballons. Je l'ai rarement vu faire ça face à United. Comme je l'ai dit avant la trêve, c'était l'un de ses matchs les plus aboutis. Pour moi, le plus abouti depuis qu'il est venu. Et ça mieux que ça soit face à un grand club. Ça, tout le monde l'a vu. Mais je pense justement qu'il pêche. Je pense qu'il pêche beaucoup. Je pense qu'il pêche beaucoup dans sa gestion du ballon après l'avoir récupéré. Il récupère pas énormément de ballons devant la défense. Aujourd'hui, il a voulu le faire. Ça a été naïf de sa part. Je vais pas l'incendier, je suis désolé, mais le ballon qu'il veut arrêter, avant que ça aille sur Coutinho. Mais t'es un bagarreur, le CV que tu me sors, mais tu le tacles ce ballon. Tu le récupères ce ballon. T'essaies pas de faire un geste technique à la Fabregas alors que t'as pas du tout l'étoffe. Mais s'il faut dire qu'il a fait un mauvais match aujourd'hui, je te dis oui, il a fait un mauvais match. C'est même pas sur cette action-là, sur l'ensemble du match. Moi, sur l'ensemble de l'œuvre, je peux pas l'incriminer comme je t'ai dit. Tu le mets dans une situation, tu le mets dans une équipe où la philosophie, la mentalité que tu leur demandes, c'est pas forcément. Donc ça revient à la question que je vous posais. Finalement, le choix de rejoindre Chelsea, c'était sûrement pas le bon pour Bakayoko. Moi, je pense que c'est le bon. C'est un championnat qui lui correspond bien. S'il arrive avec un N'Golo Kanté, à un moment donné, on sent que ça collait beaucoup. On a parlé de la même paire en équipe de France. Ça peut coller. Je suis d'accord avec Walid. Si Antonio Conte revoit sa compo de départ, si Antonio Conte essaie d'avoir plus d'ambition, plus de discours, peut-être après le mercato de janvier, je pense qu'on verra quelque chose d'autre à Chelsea, puisque ces dirigeants ont compris. Et je pense que Conte commence à avoir gain de cause. Les informations qui filtrent en ce moment, c'est qu'il commence à être entendu par son équipe et ses directions, et ça commence un petit peu à évoluer. Mais Bakayoko, je suis désolé, cette action-là, je prends la seule action-là. Drinkwater a raté énormément de passes. Tu peux pas l'isoler dans le match qu'il a fait. Non, mais je suis désolé, sur cette action-là, tu ne peux pas te permettre, quand tu me dis que tu es un bagarreur avec le CV robuste que tu m'as vendu tout à l'heure, tu peux pas te permettre de vouloir faire une Maradona là-bas. C'est pas possible pour moi. Donc ce mec, pour moi, est en train de se perdre dans un registre qu'il a pas, au lieu d'essayer justement d'assumer à 100% ce registre qu'il doit avoir. Parce que Conte le met pas dans les meilleures dispositions. On va passer à autre chose, même si je suis friand de ces friands. C'était friandise. Ouais, voilà, c'est ça, mais j'aime beaucoup ces petits débats assez costauds. La régie me rappelle que je suis à la bourre puisqu'il balance déjà le décor Liga, bien sûr. On part en Espagne, donc rejoindre Madrid, où se déroulait cet après-midi
D'abord, on va commencer, on va rester sur Madrid, mais je vais faire un résultat, parce que ce soir, vous le savez, l'Atlético se déplaçait à Levante. Ils ont gagné 5-0 l'Atlético avec un doublé d'Antoine Griezmann, un doublé de Gamero, qui ont marqué tous les deux en Ligue des Champions cette semaine. Également un but contre son camp de Levante, sur un centre de Gamero. Donc voilà, belle soirée pour nos Français des Colchoneros. C'est les GG. On passe maintenant, exactement, la team GG. On passe maintenant à Madrid, Santiago Bernabéu, où le Real jouait cet après-midi. Un Français a marqué, Karim Benzema. Il a ouvert le score pour les Madrilènes en début de match. Ça a été plus compliqué derrière. Il y a un Uruguayen dont je ne pensais jamais prononcer son nom parmi les buteurs au Santiago Bernabéu. C'est Diego Roland qui a égalisé. On a ensuite. Il a mis combien de buts en Liga, Diego Roland 3 ou 4, non. Donc c'était son premier à l'extérieur. C'est pas mal pour une équipe qui est 20e. Oui, c'est pas mal pour une équipe qui est 20e. Comme quoi, les défenses sont ouvertes en Liga. Il y a un but également de Casemiro qui redonne l'avantage au Real. Rattrapé encore une fois par Malaga, cette fois-ci par Castro, et puis c'est Cristiano Ronaldo sur un penalty marqué en 2 temps qui scelle la victoire du Real. Encore une fois, ce soir, le Real gagne, mais comme je disais en présentation de cette émission, c'est pas du tout rassurant, Loïc. Ah non, ils peuvent souffler quand on voit le match de ce soir, de cet après-midi. C'était très poussif. Beaucoup d'approximations dans le jeu, beaucoup de déchets du côté du Real. Malaga qui a été très combatif, qui a fait avec ses armes. Mais qui est 18e de Liga d'ailleurs, qui n'est pas dernière, n'est-ce pas, monsieur Achachfort? Avec un entraîneur 18e, excusez-moi. Avec un entraîneur qui est passé par le Real Madrid d'ailleurs. Et par l'Olympique de Marseille. Je crois savoir c'est qui, c'est pas le quiz, mais j'ai trouvé. Voilà, Michel. Malaga qui a fait avec ses armes. Des largesses défensives aussi, du coup, pour le Real. Mais voilà, moi j'étais. Je ne vais pas dire surpris parce qu'on l'a souvent vu cette saison, le Real qui a été très approximatif dans le jeu. Des choix peut-être discutables encore une fois. Tu parles de défense, moi j'aimerais qu'on va voir la compo du Real, mais j'aimerais qu'on parle un petit peu de cette défense du Real parce qu'on a beaucoup critiqué l'attaque ces dernières semaines. On va parler de Ronaldo dans quelques instants, on va parler aussi de Karim Benzema, mais cette défense du Real quand même elle est défensivement parlant très inquiétante. Alors on sait que Marcelo et Carvajal sont d'énormes latéraux qui se projettent, qui amènent beaucoup devant. Ah c'est plus ça. Et encore, c'est vrai que cette saison, c'est vrai que Marcelo, c'est plus Marcel en ce moment que Marcelo, mais il a eu quelques moments où il a eu des sens c'est plus Fabrice Eboué comme il a réussi. C'est pas le Marcelo de l'année dernière, on est totalement d'accord là-dessus. Du C5, de ces 3-4 dernières années, mais il nous a cette saison, la défense du Real, que ce soit avec Ramos, que ce soit avec Varane, que ce soit avec Nacho, c'est très fébrile quand même. Là, il y avait Vallejo et non plus, c'était pas. C'était pas non plus. C'était bien de tester, mais. C'était pas fringant. Il vient de Francfort l'an dernier, il a été prêté, il y a eu beaucoup de retours de prêt et on voit qu'ils ont du mal à s'acclimater, que ce soit lui, Llorente au milieu de terrain, même s'il n'a pas beaucoup de temps de jeu. Derrière, avec Varane, les automatismes étaient vraiment pas bons. Et quand tu parles des latéraux, je suis d'accord, Marcelo et Carvajal, même si Carvajal a un contexte particulier, il revient de blessure. Mais encore une fois, cette équipe du Real. Jusqu'à Casillas, qui est le gardien. Bien sûr, mais qui a fait quelques erreurs. Casillas aussi, il n'était pas serein. Vivement qu'Keylor Navas revienne. Mais cette équipe du Real, elle est tellement difficile à analyser. Moi, je me suis cassé les dents l'an dernier à les critiquer pendant 6 mois parce qu'en Liga, ils étaient aussi fringants qu'aujourd'hui. C'est-à-dire, c'était le néant dans le jeu. Et derrière, ils te gagnent la Ligue des Champions. Marcelo te fait un quart de finale contre le Bayern stratosphérique. Sincèrement, moi, je revois le même Real que l'an dernier en début de saison, des matchs à Las Palmas où ils maîtrisent pas le match. Moi, c'est la maîtrise. Moi, la maîtrise. La non-maîtrise du jeu au milieu de terrain, pour un club comme le Real, c'est presque honteux. Et je trouve que Zidane, à un moment donné, il va falloir qu'il fasse des choix, et des choix forts, notamment au milieu de terrain. Un joueur comme Toni Kroos, ça fait très longtemps que je le dis, et j'ai quand même patienté avant de le dire, mais il apporte plus rien à ce jeu. Alors oui, il a des stats énormes sur coup de pied arrêté, c'est un tireur de corner, il fait partie de la dynamique Thomas Müller, c'est-à-dire ceux qui sont depuis 2-3 ans qui sont... Non mais c'est un joueur déjà qui se laisse vivre dans ce système-là. J'ai l'impression que il est dans un confort. Voilà, il est dans un confort, il y a pas de concurrence. Faut le piquer un peu. Faut savoir que Kovacic. C'est pour ça que je dis Thomas Müller, ça peut, les mecs, ils ont gagné le mondial et depuis. Il faut savoir que Kovacic l'an dernier était dans la rotation, il faisait plutôt des bons matchs, donc Zidane changeait. Là, le problème, c'est que Kovacic est blessé. Et donc, à son poste, faut savoir que Isco ne joue jamais en 3e milieu relayeur, Zidane ne le fait jamais reculer, et je trouve que Kroos, voilà, il y a Ceballos qui était la recrue. Mais même Ceballos a fait un bon match contre Alaves, mais il a pas enchaîné. Et je trouve que Alpha a trouvé la bonne expression. Il est dans un confort, ça se voit quand même. Et il n'y arrive plus. Et je pense que Zidane doit faire des choix et changer de système en 4-2-3-1, je sais pas. Mais enlevez-moi Kroos. Il avait été mauvais contre Kroos.
il avait été mauvais contre Tottenham. Contre Girona, il avait été mauvais aussi. Contre Girona. Malheureusement, je pense que malheureusement, tu fixes sur lui parce que après, bon, voilà, c'est un grand joueur. Moi, c'est vraiment un profil. C'est un profil que j'aime beaucoup, moi, Kroos. Je peux pas critiquer Kroos, malheureusement. Il est moins bon. Ça, je suis d'accord. J'adore ce joueur-là, comment il casse les lignes, comment il renverse le jeu, sa vision de jeu. Pour moi, c'est exceptionnel. C'est à Zidane de faire justement ce travail, comme tu le dis, de le réveiller. C'est des grands champions qui s'endorment un petit peu. Sergio Ramos l'a fait également en ce début de saison. C'est des joueurs qui ont beaucoup gagné. Je l'avais dit lors de la première émission ici en Ligue des Champions face à Tottenham. C'est des joueurs qui ont beaucoup gagné, qui forcément à un moment donné, ils peuvent se dire qu'à tout moment de la saison, ils peuvent remettre le chaud. Ils peuvent. Ouais, mais c'est la première rampe de lancement. Mais c'est ça, je suis d'accord avec toi. Mais maintenant, il faut un électrochoc, il faut quelque chose qui les réveille, il faut un bon résultat. C'est là où Loïc a raison. À tout moment, ils peuvent accélérer aussi dans la saison. Juste pour terminer, là où je suis pas très inquiet pour cette équipe du Real, où justement c'est la faiblesse de l'attaque qui fait aujourd'hui qu'on fait une fixette sur la défense, c'est que cette équipe du Real a toujours par l'histoire eu des problèmes avec sa défense. Ça n'a jamais été le point fort du Real. Oui, bien sûr. Ça n'a jamais, en Ligue des Champions, on se rappelle d'une défaite humiliante face à Wolfsburg, je pense, c'était un 8e de finale. 2-0. On se rappelle des matchs où ils se mettent beaucoup en difficulté, où ils n'arrivent pas à gérer. Donc voilà, défensivement, je pense que quand même c'est une équipe qui nous a habitués souvent à se faire remonter 2 buts sur les 5 dernières minutes où on ne comprend rien de ce qui se passe, mais offensivement ils étaient beaucoup plus forts. Et vu qu'aujourd'hui offensivement ils ont du mal à concrétiser les occasions ou à les trouver, forcément la défense moi j'aimerais bien, parce que tu me parlais de BEPF, c'est ça le diplôme c'est ça, ouais. Moi j'aimerais bien voir ce Real Madrid dans un autre système avec un 4-2-3-1, Modric, Casemiro, Isco vraiment véritable 10. On va lancer une pastille, des compos de Walid. Non mais et deux joueurs sur le côté, changer quelque chose, parce que Kroos, moi bien sûr que dans ses meilleures années au Bayern sous Guardiola, quand il est arrivé au Real, il le fait. Je t'invite à analyser ses vidéos sur la saison dernière, comment il transforme le jeu sur Marcelo. Il fait des grandes transversales, etc. C'est bon. Mais le problème c'est que si on regarde depuis le début de saison, même aujourd'hui, des passes. Depuis le début de saison, qui est bon, Walid? Cite-moi, voilà. Non, mais je sais pas, Isco est bon. Cite-moi 3 joueurs au début de saison. Isco, il n'a pas le niveau qu'il avait l'année dernière, en tout cas. Personne n'a le niveau qu'il a l'année dernière. Il est exceptionnel. Oui, Isco, Walid, même en fin de saison, il était. Pour moi, c'est le meilleur joueur aujourd'hui. Oui, mais le meilleur des moins mauvais. C'est le moins mauvais des. Enfin, je sais pas. C'est le moins mauvais. Je rejoins plus Alpha par rapport à ça. Mais voilà, c'est global au Real aujourd'hui. Là, depuis tout à l'heure, on parle de Kroos. On parlait de Ramos, on a parlé de Marcelo, Ramos un peu on peut tous les mettre dedans. Marcelo, on en parle. Benzema, Varane, on a parlé de Benzema pendant un moment. Voilà, c'est symptomatique. Oui, mais c'est des joueurs, Loïc, c'est des joueurs que tu peux pas bouger. À un moment donné, il faut faire des choix. Et Kroos, ça doit être le premier fusible. Ça doit être le premier fusible. Tu l'aimes pas, faut le faire sauter. Voilà, parce que Walid ne l'aime pas. Kroos, ça va faire sauter directement. Je suis pas d'accord. Après, je suis d'accord, il faut le piquer. Et pas que lui, il faut piquer toute l'équipe. Mais je sais pas comment après. Le premier fusible, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Loïc, je te laisse terminer. On va passer à lui juste après. Vas-y. Je crois que là, tu l'as coupé son fusible. Non, je suis intrigué par ce qu'il a dit. Tu vois, après voilà, c'est sûr que par rapport à Zidane, il y a des choix qui doivent être faits. Il y a le choix Lucas Vazquez aussi, qui est pas incroyable sur son côté. Voilà, ça c'est les choix de rotation. Non, mais bon. Faut pas oublier que Gareth Bale se blesse souvent aussi. C'est ça, enfin voilà. Non, mais sincèrement, vous voulez pas voir Asensio, Isco avec Benzema, Ronaldo? Il faut que Kroos saute. Mais non, mais Alpha, sincèrement, tu vas me faire passer pour un anti-Kroos. Non, t'es pas anti-Kroos. C'est juste objectif, sincèrement, Alpha. Faut faire sauter Kroos dans la prochaine compo, les gars. Vas-y, dis ce que tu voulais dire. Voilà, parce que moi, je veux bien vous laisser parler de Toni Kroos, mais il y a un autre souci au Real de Madrid. Il y a un autre problème, c'est peut-être le plus grave. Cristiano Ronaldo, buteur ce soir, il donne la victoire. Alors oui, c'est très bien, c'est parfait contre le 18e de Liga. Il s'est procuré des occasions quand même. Il s'est procuré beaucoup d'occasions. Il a beaucoup raté. Le penalty d'ailleurs qu'il met, il le rate. Et surtout, voilà, on a les stats de Ronaldo sous les yeux. On se demande si c'est pas un Ronaldo, je sais pas, du marché quoi. Giovannicio, il a ses stats, il est très content. 9 matchs, 2 buts, 2 passes décisives. Alors en demi-teinte, les amis, ça s'écrit pas comme ça. Et pourtant, je suis pas très bon en orthographe. Oui, je casse. J'ai envie, c'est samedi. En Ligue des Champions, donc c'est 5 matchs, 8 buts, une passe décisive. 10 buts sur la saison en 14 matchs. C'est très honorable pour Cristiano Ronaldo. Mais c'est en dessous. C'est en dessous de ses standards. Et en plus de ça, surtout, c'est le gros souci, cette association avec Karim Benzema, avec Ronaldo en 9, aujourd'hui, elle donne pas beaucoup de satisfaction. Non, mais c'est pas honorable pour un joueur qui est un extraterrestre depuis qu'il est arrivé au Real et qui a des stats énormissimes. En Liga, En Liga, mais l'an dernier, il faut savoir qu'en Liga, il met 20 buts.
qui dans ses standards, c'est peut-être sa moins bonne saison, mais derrière, voilà, il gagne. Paradoxalement, c'est sa meilleure saison. Voilà, exactement. Mais là, l'année dernière. Non, si sur la fin de saison, en termes collectifs surtout. Oui, collectif, dans sa relation collective. Parce qu'on n'a pas vu les mêmes 38 journées de Liga. Non, mais non. On s'emmène le Real à la fin. Bien sûr. En termes de résultats, etc. Je suis d'accord avec Loïc. Maintenant, le problème, c'est que j'ai l'impression que même dans son expression corporelle, il y a quelque chose qui coince. C'est-à-dire que, ok, il a devant le but, il a un manque de confiance, mais je le sens et on le voit après le penalty marqué. Limite, à un moment donné, on le voit sur le but de Benzema et Casemiro, il ne félicite aucun des joueurs. Non, mais à un moment donné, ça me gêne. Après, sur le but de Benzema, il est par terre en train de se rouler parce qu'il a mis la tête. Après le penalty, on a un bon ralenti. Non, mais ça, mais à un moment donné, sur le penalty, je pensais qu'il allait s'excuser. Je regarde le penalty, il était un peu gêné par rapport aux supporters en mode je suis. Ouais. C'est vrai que là je l'ai mis. Détendez-vous les gars. Exactement. Dans une expression corporelle, si ça continue, ça peut devenir vraiment. C'est déjà un souci, mais ça peut devenir vraiment handicapant pour le Real parce que je ne vois vraiment pas Zidane le mettre sur le banc. Encore déjà Kroos, j'ai du mal à penser qu'il va mettre sur le banc. J'ai une question très simple, Loïc. J'ai une question très simple. Tu vas y répondre en premier. Vous allez répondre tous les trois. Est-ce que vous êtes pour ou contre Cristiano Ronaldo en numéro 9 ? On se rappelle que au CFC, au Canal Football Club, il y a 2 semaines, quand Karim Benzema était invité, il a eu une déclaration qui... On peut aller chercher un double sens si on veut. Il a dit oui, surtout que maintenant, Ronaldo veut jouer en 9. Ouais, il n'a pas dit non plus, on joue ensemble en 9. Attends, il a dit on voit d'ailleurs à l'époque qu'il jouait avec le numéro 9. Loïc, justement. Loïc, alors qu'on voit donc là, je le redis, la photo avec le numéro 9 de Ronaldo, c'était le petit clin d'œil. Pour ou contre cette position de Cristiano Ronaldo ? Non, moi je suis contre, mais après voilà, sur la phrase que tu dis par rapport à Benzema, il dit Ronaldo veut jouer en 9. On sait tous qu'il a une condition physique incroyable, etc. Même si je crois qu'il s'est blessé en début de saison. Non, il y a eu il a été suspendu après avoir frappé l'arbitre. On connaît tous son hygiène de vie qui est. Faut pousser l'arbitre, pardon, excusez-moi. On connaît tous son hygiène de vie qui est irréprochable, etc. Maintenant, il commence un petit peu à prendre de l'âge. Il a dit qu'il voulait jouer jusqu'à 40 ans. Est-ce que lui, il se dit pas que peut-être jouer sur le côté aujourd'hui, il a peut-être plus le coffre. Non, mais je sais pas. Non, attention, lui, il le dit pas. Dans une interview qu'il accorde récemment, ça date pas de plus de 4 mois. Je ne rêve jamais de jouer en pointe. Donc moi, le poste que je veux, c'est sur le côté gauche. Dans ce cas-là, pourquoi Benzema dit que Ronaldo souhaite jouer en 9 ? Parce qu'il a un profil pour ça. Il l'a déjà fait dans le passé. Il a fait des bons matchs. Il peut jouer de façon momentanée à cette position-là. Et puis le Real gagne des champions comme ça l'an dernier aussi. Quand il claque un triplé face à l'Atlético Madrid, je pense que c'est son match le plus abouti en position de numéro 9. Ça, il le fait parfaitement. Il a le timing pour. Faut se rappeler de cette histoire de Cristiano Ronaldo en 9 ou pas. Ça commence à Manchester United. Quand il vient, Sir Alex Ferguson a le Ruud van Nistelrooy devant. Donc il n'y a pas de question qu'il joue dans l'axe. Il joue sur le côté forcément parce qu'il était beaucoup plus fin. Il arrive à trouver plus de solutions en 1 contre 1. Plus il prend du coffre, ça il faut le dire, il a beaucoup moins de facilité à éliminer. Aujourd'hui, on voit beaucoup moins Ronaldo éliminer en 1 contre 1. Il s'appuie beaucoup plus sur cette vivacité et tout. Mais il veut pas jouer en attaquant de pointe. Carlo Ancelotti avait commencé à le faire également. Il le voulait pas. José Mourinho n'a pas risqué. Pourquoi Mourinho n'a jamais aimé ? Parce que tout simplement, il faut savoir que quand tu joues en numéro 9, tu as un rôle d'aller presser. Aujourd'hui, quand tu vas jouer avec Ronaldo à 9, c'est pratiquement jouer sans attaquant qui va aller exercer le pressing. Non, mais Alpha, il le fait de plus en plus. L'an dernier, depuis que Zidane est arrivé, il arrive en janvier pour remplacer Benitez. Sur la phase retour, il commence à demander à Ronaldo d'être très très proche de Benzema. Oui. Il y a eu même ce système de jeu en 3-5-2 contre Séville quand ils perdent 2-1 à la dernière minute sur un but de Jovetic où il met un 3-5-2 pour vraiment il a essayé aussi pour vraiment les focaliser. À la tournée, il a essayé plusieurs fois. Pour vraiment demander à Benzema et Ronaldo de travailler ces automatismes et ça a payé l'an dernier sur la phase pas qualificative mais sur la phase finale de Ligue des Champions contre l'Atlético Madrid, contre le Bayern et même contre la Juve. Depuis que la BBC n'existait plus à cause de la blessure de Bale et Isco qui était vraiment en électron libre, c'était un 4-3-1-2, c'est-à-dire c'était un 4-4 en losange avec Ronaldo et Benzema qui rentraient énormément, mais tu avais des latéraux, tu avais les meilleurs latéraux au monde, Carvajal et Marcelo qui étaient énormes, qui créaient des différences et qui ramenaient cette largeur dans cette équipe-là. Là, le problème c'est que le problème c'est que encore une fois, on le voit contre Malaga, il joue vraiment neuf à côté de Benzema, mais les deux sont en méforme. L'un revient de blessure. Pourtant, les deux ont marqué aujourd'hui. Oui, est-ce que toi tu le mets pour répondre à la question, est-ce que toi tu le mets 9, Ronaldo ? Non, mais il est dans ses déplacements, Alpha.
Toutes ces courses sont vers l'axe. Ouais, justement. Toutes ces courses sont vers l'axe. C'est plus un ailier. Oui, il faut savoir son profil. C'est un ailier moderne. Oui. Si un ailier, c'est Candreva, pour moi, c'est pas un ailier. Non, d'accord. Si un ailier, c'est quelqu'un qui va sniffer la ligne de touche et qui va rester que sur ce poste-là, pour moi, c'est pas un ailier. L'intelligence, l'intelligence de Cristiano Ronaldo, justement, ce qui rend le fait de le marquer très compliqué pour les défenses et ce qui fait justement que le Real, dans cette phase finale de Ligue des Champions, trouble ses adversaires comme la Juve qui a une défense très solide. Il ne faut pas oublier qu'il y a une lecture défensive et une lecture de l'adversaire qui est très intelligente faite par Zidane sur cette finale-là. Si on analyse cette finale, c'est très intéressant de voir le travail de Zidane. Mais il joue pas. Si pour toi l'ailier c'est de voir reproduire Candreva ou Nani, c'est fini. Non, mais c'est d'être sur le côté. Ronaldo, il a 80%. Là aujourd'hui, il est dans l'axe. Il va forcément. Attends. Walid, l'ailier qui t'appelait le ballon à la Coupe du Monde 82, tu le reverras plus. Mais d'accord, mais ça je sais. Et surtout quand tu as un grand joueur comme Ronaldo qui est aspiré par le but, qui veut marquer beaucoup de buts, il n'aurait pas marqué autant de buts en restant comme Candreva collé à sa ligne de touche. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, c'est un joueur dans son position. Il y a une différence avec le Ronaldo du début du Real. Oui, mais ce que je veux dire aujourd'hui, si tu veux jouer avec un 9 comme on l'entend, c'est-à-dire style Lewandowski, style Aubameyang, style Benzema, style Cavani, Ronaldo ne va pas te faire ce poste-là. Parce qu'il a pas non seulement, il a le coffre, il a. Je suis pas sûr que ce soit 9-9 au départ, Aubameyang. Oui, au départ, non. Mais aujourd'hui, c'est sûr qu'il est rentré dans ce prototype-là de 9. Au départ, c'était plus un joueur qui jouait sur le côté, qui a pris un peu plus de technique, donc qui est rentré dans l'axe. Parce qu'avant, la technique avec Aubameyang, c'était des voisins. Mais non, mais pour revenir sur Cristiano Ronaldo à 9, moi, je pense qu'aujourd'hui, il a la taille pour, il a le jeu de tête pour, il a le coffre pour, il a l'intelligence pour son sens du placement. Son sens du placement. Donc toi, t'es pour. Il a tout ça qui est pour lui. Mais malheureusement, pour jouer toute une saison, il faut que déjà mentalement, il se l'intègre. Ça, je pense pas que c'est un joueur à qui on va imposer quelque chose. Carlo l'avait essayé. On sait que le management de Carlo est beaucoup basé sur je te câline, tu me rends service sur le terrain, moi je te protège dans les médias. Ça n'avait pas marché avec Ronaldo. José Mourinho est venu, il a vu que ça va pas marcher parce que c'est pas un mec. Ronaldo, c'est pas un mec qui va se défoncer pour aller te mettre la pression sur la défense pour l'empêcher de ressortir. Et ça, c'est très important dans les grands clubs. Tu vas me dire que oui, mais après il va marquer et tout. Mais attention, déjà les réponses. Non, mais à force de te côtoyer, je te connais un peu. Mais justement, pour un grand club, pour justement, si tu vois, dès qu'ils perdent le ballon, c'est le pressing assez haut. Le pressing assez haut est très important pour les grands clubs, comme Zidane l'a fait avec son Real justement la saison dernière. Moi, Ronaldo ne sera pas ce mec-là qui va faire ça. Je donne une réponse, les gars, aussi sur le pour ou contre, parce qu'on voit l'Italie. Non, mais moi, il n'y a pas besoin de pour ou contre, parce qu'aujourd'hui, la véritable. Non, mais la véritable. C'est le mec, tu lui donnes deux choix, il fait le troisième choix. Non, mais non, parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas Kroos d'Alax. Non, Alpha, mais la véritable place de Ronaldo depuis une saison et demie, c'est en 9. C'est seul dans l'axe? Non, c'est à 2, accompagné de Benzema qui est en 9,5. L'exemple type, c'est que la semaine dernière contre l'Atlético Madrid, et dans tous les changements de Zidane en Ligue des Champions ou quand Ronaldo et Benzema sont là, c'est on sort Benzema à la 70e, on met Asensio et Ronaldo est tout seul en 9. Et il termine tout le temps les matchs dans cette position. Donc pour moi, il n'y a pas besoin de prendre parti. Pour au contre, c'est que naturellement, avec la vieillesse de Ronaldo qui s'achemine, et même au Portugal, avec André Silva, il joue numéro 9. Il joue à 2-9. Ouais, mais Walid, il préfère beaucoup ce profil-là. Comme je te dis, désolé Sam de faire un peu plus long, mais quand tu avais Ruud van Nistelrooy qui était là, c'était ses débuts, on est d'accord. C'était ses débuts, on est d'accord. Mais tu as vu quand Rooney est venu avec un profil dans l'axe beaucoup moins atypique, avançant de numéro 9, ses profils, ses statistiques n'ont pas cessé de gonfler. C'est-à-dire que c'est un mec qui aime beaucoup jouer. Il n'aime pas justement, comme tu le dis, un ailier qui reste sur son. Ronaldo, c'est quelqu'un aujourd'hui, il a atteint une galaxie. Il fait ce qu'il veut sur le terrain et il aime beaucoup avoir à côté de lui un joueur très intelligent. Et ça, il n'arrête pas de le répéter. Benzema, il arrête. Conclue Loïc parce qu'on doit parler de Inter. En train de dire en fait, je pense qu'il faut le décharger de certaines responsabilités. Et c'est en le mettant à côté d'un joueur comme non, mais oui. Ça fait longtemps qu'il est déchargé de pas mal de responsabilités au Real. Aujourd'hui, en le mettant dans le rôle où on le met, justement, j'ai l'impression qu'on lui redonne. Tu parlais de pressing tout à l'heure et c'est ce que justement Ronaldo ne fera pas. Je pense qu'en le remettant, enfin, qu'en rejouant comme le Real le fait aujourd'hui, on lui remet certaines responsabilités de pressing, par exemple. Et qui fait que Ronaldo, peut-être, ça, en tout cas, ça se sent sur ses stats et sur sa manière de jouer et sur sa situation mentale. Voilà. Je pense que le fait de décaler complètement Benzema sur le côté, ça le gêne un peu. Et justement, voilà, il faut lui donner moins de responsabilité. C'est en le mettant vraiment avec Benzema et pas en faisant rentrer, comme tu disais tout à l'heure, Asensio que tu mettras Ronaldo dans les meilleures dispositions. Merci Loïc, merci messieurs. On continue. Le Club des 5, bien sûr. Vous pourrez réagir à tous nos débats. #CD5 sur Twitter.
Vous pouvez réagir également sur Facebook ou sur nos vidéos YouTube, le live ou bien les replays. Vous commentez et on vous répond, bien sûr. On lit vos commentaires à l'antenne s'ils sont en phase avec les débats du soir, bien sûr. Et on va d'ailleurs partir en Italie, la Serie A ce soir, avec l'Inter qui joue un match avancé face à Cagliari. À Cagliari même, et c'est une belle victoire pour les Interistes, 3-1 avec un doublé d'Icardi, un autre but marqué par Brozovic entre les deux buts de l'Argentin. Match compliqué ce soir quand même pour l'Inter, et pourtant... Comme tous les soirs. Comme quasiment tout, comme tous les matchs italiens, assez brouillon, bref, je vais pas m'éparpiller. C'est méchant ça, c'est méchant. Je suis pas trop d'accord avec toi. C'était pour envoyer une petite pique à Walid. On a un match compliqué ce soir, mais encore une fois, l'Inter se débrouille bien et s'en sort rapidement, sereinement plutôt, Alpha. L'Inter a fait de l'Inter. C'est-à-dire que c'est des matchs où ils proposent pas forcément, ils maîtrisent pas le match à 100%, même si pour moi, dans la globalité, ils ont quand même la possession, ils ont les vraies occasions. Après, c'est Cagliari en face, hein, donc c'est pour ça, moi, j'ai pas trop fait attention à l'utilisation du ballon. Mais non, l'Inter. On voit la compo d'ailleurs à l'écran qui change vraiment pas. Ah oui, il a trouvé son système. C'est son système, c'est son équipe. Il y a juste Santana à la place de Nagatomo. Encore une fois, Nagatomo qui est catastrophique. Depuis le début de cette... Ah oui, Nagatomo, moi je pense que s'il y a un mec à sortir dans cette équipe... Normalement c'est Dalbert qui... Dalbert, oui, qui vient Dalbert est blessé. De Nice, oui, carrément. Mais oui, encore une fois, l'Inter a été symbolisé par son empereur Icardi, l'Argentin, qui à chaque match, il faut qu'il marque. Il marque des profils différents. 15 buts à égalité avec Cavani, Immobilier. Des façons de marquer différentes, de l'intelligence dans son jeu. Enfin, j'en ai déjà fait un focus, je renchéris sur le focus là encore une fois, un top. Non, mais pour moi, l'Inter, depuis le début de saison, c'est pas flamboyant, c'est pas chatoyant, mais ça reste très efficace. Et la dernière fois que l'Inter, oui, mais je sais pas si c'est une amélioration vraiment, parce que dans les gros chocs, moi, c'est là que j'attends de voir s'il y a vraiment des améliorations, s'il y a des idées de jeu, s'il y a des phases. Pour l'instant, il y a eu le derby, dans le derby, ça n'a pas été, dans le derby, ça n'a pas été fameux. Voilà. Donc, mais moi, je voulais juste dire une chose. La dernière fois que j'ai vu l'Inter aussi solide que ça, l'Inter qui répond par des résultats, c'est avec José Mourinho. Et j'aime bien le parallèle parce que j'avais envie. Avait fini champion du côté de l'Inter et champion en Ligue des Champions. Je comprenais pas le triplé avec la fameuse finale des champions. Juste, Walid, je te coupe parce qu'on va voir le parallèle d'Alpha est intéressant. On va voir un petit peu ce soir. Je ne savais pas surtout. L'Inter est premier du classement en Italie. Juste pour voir quand même provisoirement bien sûr avant demain, mais regardez quand même le début de saison de l'Inter. Tu parlais de l'époque Mourinho, donc c'est en 2009-2010, 35 points au dernier titre. 35 points aujourd'hui, 21 points l'an dernier, on se rappelle, c'était la catastrophe. Ils ont pas 36 points aujourd'hui? Non, si, ils 31, ont 36. 31. Alors attendez, parce que ils ont 36. Maintenant on vit dans un monde plus simple, tu sais Walid, donc j'ai ce qu'on appelle un téléphone. Non, parce que j'ai pas envie qu'on se fasse charcler sur les réseaux sociaux. Mais non, bon, écoute, alors ceux qui font pas d'erreur, ce sont les plus grands de tous. Juste 36 points à Fares, merci la rédaction, je fais beaucoup plus rapide que moi. 36 points, donc c'est même un meilleur départ que sous Mourinho, mais c'est surtout 15 points de plus que la saison dernière. Je fais pas chier pour rien. 15 points de plus que la saison dernière. Quand même. Ou à cette époque-là, c'était Franck Debord qui avait été débarqué. C'était un petit peu la panique à bord. C'était un cimetière à coach. Voilà, c'est exactement ça. Voilà, on savait pas. C'était un cimetière à coach, mais équipe aussi à ce moment-là. Walid. Oui, c'était par rapport à l'an dernier, c'est la même équipe à part Borja Valero ou Skriniar quand même. C'est vrai, Skriniar qui impose vraiment une. Il manque pas Recoba aussi. C'est ça ton problème. C'est ça ton problème. Mais ouais, c'est vrai que Skriniar et Gagliardini ont ramené beaucoup plus de stabilité. Gagliardini au poste de numéro 6. Je peux le dire qu'en italien, on ne dit pas Gagliardini, on dit Gagliardini. Gagliardini. Non, mais attendez, il a déjà du mal avec les noms allemands, les noms italiens. Laissez-moi avec les prononciations. Mais oui, Gagliardini ramène beaucoup plus de stabilité. Skriniar, on le dit depuis qu'on a débuté la chaîne, c'est énorme. Mais maintenant, je trouve que c'est en amélioration. Et quand on parle d'indicateurs, je vous trouve très, très, très dur dans les gros matchs. Ils ont été s'imposer à l'AS Roma 3-1 avec une deuxième mi-temps extraordinaire. Extraordinaire, c'est trop dire quand même. Non, mais en deuxième mi-temps, ils perdent 1-0. En deuxième mi-temps, ils gagnent 3-1. Offensivement, sincèrement, le match qu'ils font, bon, on va pas refaire le débat, mais ils ont gagné contre le Milan AC. Je veux bien que ça soit pas un indicateur. Contre eux, ils vont faire un 0-0. Faut aller chercher quand même la victoire.
vont faire un 0-0 à Naples, ils gagnent contre l'Atalanta la semaine dernière 2-0. C'est pas le résultat, c'est dans le contenu des matchs. C'est ce qu'ils proposent sur la durée de match. Ils n'ont pas 15 bons minutes dans un match. Je te dis, Alpha, que dans le contenu, par rapport à ce qu'ils ont fait. Face à qui tu parles d'évolution. L'Atalanta et Cagliari, la semaine dernière, c'est très abouti. La semaine dernière et ce soir, c'est quand même un match à l'extérieur. Il faut savoir que les années précédentes, ces matchs-là, ils les remportaient pas, Sam. Ils se cassaient les dents, à domicile comme à l'extérieur. Là, on voit une maîtrise. Moi, je vois des joueurs en amélioration. Le Kandreva de cette année n'a rien à voir avec celui de l'an dernier. On voit des choses techniquement. Brozovic, pareil aussi. Il a un groupe de 13 ou 14 joueurs, Spalletti, qui sont concernés. À chaque fois qu'ils rentrent, surtout cette année, ils ont surtout, un petit peu à l'image, on parlait tout à l'heure de Chelsea, ils ont cette saison entre guillemets blanche avec le championnat comme seul et unique objectif. C'est vrai que c'est important, Sam. Ouais. Juste quand même, l'Inter, premier ce soir, bon, c'est une chose, mais est-ce que ça peut... On parlait souvent de cette lutte qui allait se passer entre la Juve et Naples, qui était le premier outsider. Est-ce que l'Inter peut se glisser dans une lutte à 3 ? On peut avoir une petite triangulaire. On avait fait un focus il y a 2 semaines. Moi, j'avais milité pour l'Inter. Je trouve que c'est l'outsider derrière Naples et la Juve qui sont, pour moi, mais il y a outsider et vrai concurrent. Non, mais c'est un outsider très très sérieux derrière les deux favoris. Pourquoi ? Parce que tout simplement, déjà, tu viens de le dire, tu as complété mon argument, c'est qu'ils ont une saison blanche. Derrière, tu as des équipes comme la Roma, comme la Lazio, comme la Juve ou comme Naples, qui vont soit jouer l'Europa League, soit jouer la Ligue des Champions. Et on sait que ça use énormément d'énergie. Mais je pense que l'Inter avance masqué et il va falloir faire très attention à eux. Loïc, t'es d'accord avec ça ? Ouais, non, enfin... En fait, moi, j'ai toujours du mal à voir un... Ouais ou non ? Non, non, mais c'est compliqué parce que moi, j'ai toujours du mal à voir un réel... Avis ? Pour moi, non, c'est pas un avis. Non, j'ai du mal à voir quelqu'un d'autre que la Juve et Naples, en fait. Enfin... Voilà, pour moi, c'est 2 équipes qui sont devant. Après, le reste, ça va se disputer pour le reste. Pour revenir, en tout cas, sur le match, je te trouvais un petit peu dur avec l'Inter quand tu dis que ça a été un petit peu laborieux, etc. Je ne vais pas parler du jeu avec ballon, je vais parler du jeu sans ballon. J'ai trouvé leur pressing très, très intéressant. Ça, non, mais voilà, mais justement, parce que c'est important, mine de rien. Malheureusement, quand tu parles d'une équipe qui est spectaculaire ou une équipe qui est belle à voir, c'est pas sans ballon que tu vas voir. Tu vas pas dire, ah ouais, regarde Brozovic, il glisse sur le côté gauche, là, c'est magnifique. Non, mais ce que j'ai vu, c'est que là, Cagliari n'était pas capable de sortir un seul ballon. C'est Cagliari, ils sont combien en champion en Italie ? Il doit être 14e, 15e. Je vais pas dire que Cagliari n'arrivait pas à sortir un ballon parce que Cagliari n'a pas le jeu de Naples ou quoi que ce soit. Ce que je dis, c'est que s'ils n'ont pas été capables de le faire, c'est parce que le pressing de l'Inter a été très, très intéressant. À chaque ballon, à chaque tentative de relance de Cagliari, il y avait 2-3 joueurs qui essaient de presser le porteur du ballon, enfin pas le porteur du ballon, mais qui coulissaient pas mal pour bloquer toutes les solutions possibles. Et vraiment, je voulais saluer ça par rapport à la prestation de l'Inter ce soir, et c'est pour ça que je trouve peut-être un petit peu difficile quand on parle de laborieux ou pas laborieux. Mais Alpha, ça me dérange parce que tu viens de dire. Tu veux contredire à toi quand même. Parce que je suis d'accord avec Loïc, je vais pas le paraphraser. Mais Alpha, ça me dérange cette expression. Oui, mais c'est Cagliari, c'est l'Atalanta. À un moment donné, on vient de faire. Tu t'aventures sur un... Non, mais il y a un graphe, sincèrement. Parce que là, on va parler du match ce soir. Mais ils sont quand même 36 points. Mais ils ont quand même. Je suis le premier à défendre l'Inter. C'est-à-dire que je suis le premier à dire que cette équipe-là. Ce qu'on reprochait l'an dernier et les années précédentes, c'est d'avoir une régularité dans les résultats. Et je vois sincèrement, Alpha, par rapport, et je sais que toi aussi t'es d'accord avec ça. Depuis le début de saison, il y a quand même une amélioration. Il y a des joueurs qui... Prenons l'exemple de Borja Valero, qui est un joueur qui me fait penser un peu à David Silva, que j'ai toujours adoré depuis à la Fiorentina, et il a su, alors qu'il est quand même assez vieillissant, il a plus de 26 ou 27 ans, c'est un joueur expérimenté, il a su alors qu'il a percé sur le tard, si on peut le dire. Non, mais l'Inter peut gagner, peut-être que l'Inter peut faire ça. Mais c'est pas dégueulasse dans le jeu, Alpha, sincèrement. C'est pas non plus, c'est pas Naples, c'est pas la Roma, peut-être, tu vois. Mais à un moment donné, si. On apprend en Serie A. Voilà, non, mais en Serie A, je veux dire, un jeu fermé, c'est pas non plus un jeu qui peut t'empêcher de gagner le titre. Dès que tu peux mettre un tacle, à la Serie A, avec ses crampons, pieds levés, pieds décollés du sol. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je suis le premier à saluer la mentalité de cette équipe de l'Inter là, ce que Spalletti est en train de construire avec son groupe là, c'est très fort. Moi, je suis l'un des rares à défendre mordicus des entraîneurs comme Mourinho, comme Diego Simeone, parce que pour moi, être meneur d'hommes, c'est aussi une qualité que beaucoup de gens négligent. Aujourd'hui, moi, je pense que l'Inter sort plus sur sa qualité de meneur d'hommes et ce qui est en train d'apporter Spalletti que sur la qualité technique de son groupe. Même si beaucoup de joueurs, par rapport à la saison passée, deviennent beaucoup plus intéressants.
Allez, on va arrêter. J'aime bien quand on termine d'accord à la fin. Oui, c'est beau, tu vois, ça apaise le débat, ça. C'est le médiateur. On respire un coup. Petit habillage Ligue 1, s'il vous plaît. On va conclure les quelques minutes qui nous restent. Pas beaucoup d'ailleurs de temps dans cette émission. Pas ce drapeau le samedi soir, s'il vous plaît. Oui, c'est bien la Ligue 1. Oui. Non, je parlais pas de ça. C'est plus joli que le drapeau italien quand même. Le drapeau non, je parlais pas du drapeau. J'adore le décor italien. Petite parenthèse, mais il est magnifique. C'était la dernière fois que tu venais dans cette émission, Loïc. On passe. Non, vous avez droit d'aimer l'Italie. Personne n'est parfait. On passe à la Ligue 1. Allez, va-nous les matchs de Ligue 1 là. On passe au match de Ligue 1. Bon, on va pas s'extasier plus longtemps que ça sur notre calendrier du samedi. Juste 2 résultats assez importants. Le premier, c'est la victoire cet après-midi de Rennes, 2-1 contre Nantes, avec un doublé notamment de Wabi Kazri. Nantes, ils ont encaissé 2 buts. Pardon ? Nantes, ils ont encaissé 2 buts. Oui, Nantes a encaissé 2 buts. C'est pour ça que c'est un événement. Deuxième défaite consécutive pour les Canaries. Salah avait égalisé pour les Nantais sur penalty. On n'a pas grand-chose à dire sur ce match. J'ai une question à te poser, moi. Alpha a tout résumé. Nantes a pris 2 buts. Non, mais est-ce que Nantes ne va pas avoir le même syndrome que Bordeaux après la défaite au Parc ? Ah, c'est possible parce que justement les Girondins ont fait un petit récapitulatif des résultats ce soir. Ils ont perdu à Caen 1-0, 2 cartons. Le premier, il est pour 3 face à Angers, 3-0. Le second, il est sur le même score, c'est Montpellier face à Lille. On va s'arrêter dessus dans quelques instants. Je rappelle aussi que Dijon a battu Toulouse 3-1, que Amiens est allé gagner à Metz 2-0. Amiens, au contraire, c'est l'inverse. C'est depuis qu'ils ont rencontré les gros, depuis qu'ils ont rencontré... depuis l'incident contre Lille, Amiens, ils sont reboostés. D'ailleurs, on parlait de Bordeaux, ils sont derrière Amiens avec un ce excellent soir. Kakuta. Parlons également d'un club qui va mal, c'est le club de Lille qui a changé d'entraîneur cette semaine. Vous savez, on a parlé dans le club des 5 la suspension, démission, licenciement de Marcelo Bielsa. On sait toujours un an après. Non, mais c'est pour ça, voilà. Donc c'est pour ça que je dis tous les termes comme ça, j'aurais raison. Ce soir, il y avait ce premier quatuor avec notamment, dirigé par Luis Campos qui était sur le banc de Lille. 3-0 pour Montpellier, score assez sec, 3 buts en première mi-temps. Attends, il y avait 4 entraîneurs, tu m'as dit ? Il y avait 4 entraîneurs à Lille. Donc à Saint-Etienne, il y a Gasset, Sablé et Lille, ils ont réussi à faire mieux. Lille, ils ont Sacramento, j'ai oublié les noms. Par contre, Sacramento, Franck Manteau. C'est la défense de Conté, quoi. Toute la ville de Lille. Non, il en manque 4-5 pour faire la défense de Conté. 3-0, donc je disais, ouverture du score de Jérôme Roussillon, but de Giovannicio également qui a fait un gros match parce qu'il a mis 2 passes décisives. La deuxième, il l'a mis à Casimir Ninga. Ils peuvent le mettre au frigo. Il a réussi le match de sa saison, il l'a réussi. Non mais Montpellier, alors on a parlé beaucoup de Lille cette semaine. La chute continue avec ou sans Bielsa. On a l'impression que ça n'a pas changé grand-chose son départ. Montpellier en revanche, juste un petit mot quand même parce que cette équipe on n'en parle quasiment jamais. Mais 3-0 ce soir contre Lille après une très grosse série contre les gros entre guillemets Ligue 1 où ils ont ils n'ont pas perdu un match et quasiment perdu très peu de points. Montpellier est 7ème de Ligue 1 ce soir. Match nul. Pardon ? Match nul. Oui, match nul. Victoire même contre Saint-Etienne par exemple. Après, Saint-Etienne est un gros. Oui, Saint-Etienne. En fait, on fait plus d'émissions avec vous. Il n'y a plus aucun gros, il n'y a plus aucune équipe. Excuse-moi, quand tu bats Saint-Etienne et Nice, ça a plus de gueule quand tu bats Dijon et Amiens, même si je salue tous les Dijonnais et les Amiénois qui nous regardent. Cette année, pas forcément. Juste, est-ce que vous êtes assez surpris par les performances de cette équipe de Montpellier ? Pour le coup, on parlait tout à l'heure d'équipes qui ne jouent pas beaucoup au foot. C'est un vrai bus, voilà, vous voyez, c'est sponsorisé Renault là. Il se cache pas. Là c'est Comté mais le fromage. Là ils ont eu la place de mettre les 5 un peu plus bas. Oui, ils ont eu la place. C'est parce qu'il n'y a pas Zappa Costa non trop long. Qu'est-ce que vous pensez de cette équipe de Montpellier ? Est-ce qu'elle peut aller loin avec cette stratégie qui pour l'instant marche bien avec Derzakarian à la tête des Héroltais ? Oui, je pense qu'on le voit en ce moment, ça a fonctionné face aux gros. C'est une équipe qui joue beaucoup repliée, c'est une équipe qui a une qualité défensive très intéressante, ça faut le dire. C'est des joueurs qui ont réussi à s'adapter à un nouveau système de jeu mis en place par Derzakarian. C'est une équipe. Non, mais on a suivi la préparation en plus. Moi, j'avais eu la chance d'échanger avec un joueur qui évolue dans cette équipe-là. Donc le travail s'est beaucoup basé sur les phases de récupération de balles. C'est-à-dire que c'est une équipe qui, on l'a vu face au PSG justement, ça a pas cherché à jouer, ça a pas cherché à faire ce qu'on ne savait pas faire. Contre Lyon aussi, ça s'est vu. On n'a pas cherché à faire ce qu'on ne sait pas faire. C'est-à-dire qu'on a beaucoup défendu, même si à un moment donné, je pense que est-ce que ça va tenir tout au long de la saison ? Je pense que ce genre, il y a beaucoup de réussite et on ne sait pas trop ce qu'on fait avec le ballon après. C'est ça le problème. Je pense qu'à
l'entraînement, Der Zakarian devrait passer un petit peu plus de temps avec ses joueurs offensifs à leur expliquer un ballon, ça sert aussi à quelque chose. C'est la seule équipe pour l'instant qui n'a pas pris de but contre le PSG en Ligue 1 quand même. Parce qu'à un moment donné, c'est ce que j'allais dire. Je pense que c'est ce que je vais dire. Le problème de ces... Le problème, on est connecté. Je pense qu'à un moment donné, quand ça va commencer à se fissurer, je pense que l'hémorragie, elle va être très sale et ça va être très compliqué de pouvoir proposer autre chose vu qu'on ne sait pas proposer autre chose. Voilà, c'est pour ça que j'ai peur pour cette équipe de Montpellier. Ah, mais le problème de ces philosophies-là, sincèrement, c'est qu'on le voit avec Nantes. C'est qu'à bétonner. Attention, Montpellier, c'est un objectif maintien, contrairement à Nantes. D'accord, oui, prenons, c'est quoi l'objectif? La surprise de la saison. C'est quoi la surprise de la saison? Ligue des Champions qui est dans les 5-6 premiers. Ah, d'accord, je ne savais pas. Tu me l'apprends, je ne savais pas que c'était l'objectif. Écoute, moi, j'en déduis vu les ambitions de Ranieri et l'exemple Nantes-Montpellier, c'est dans la philosophie de jeu d'abord ne pas prendre de but et ensuite, si tout se goupille bien, on essaye d'aller. Oui, c'est le fameux marquant. Prenons un but de moins que l'adversaire et non pas marquer un but. Exactement. Merci Sam. Le problème c'est que qui fait chier tes spectateurs. La réussite, à un moment donné, elle va te fuir. Et on le voit avec Nantes, ça commence. La physionomie des matchs sont favorables à Saint-Etienne, à Montpellier. À Lyon, ils prennent pas de but. Contre le PSG aussi, contre Saint-Etienne, ils ont aspiré cette attaque, ce secteur offensif naïf. Et derrière, ils jouent en contre. Là, ils jouent contre une équipe de Lille. Tu viens de m'apprendre qu'il y avait 4 entraîneurs, je le savais même pas. C'est dire l'incohérence qu'il y a déjà sur le banc, donc sur le terrain. Je pense pas que ça, même si j'ai pas vu le match, je pense pas que ça soit que ça a été tout bon. Donc voilà, attention, faut pas s'enflammer. Nantes, c'était la même chose. Bordeaux, faut se rappeler que fin août, on nous disait que c'était un... Non, pas fin août, 1er octobre, quand on vient de le PSG, ils sont 3e 1er octobre, on nous explique que c'est un prétendant pour le podium. Là, aujourd'hui, ils sont 13e, voilà. Ils sont plus bons? Ouais, non, ils sont plus bons apparemment. Appelle les gars de l'after. Non, ils sont plus bons, Bordeaux. C'est vrai qu'il y a eu quelques soucis, toi. Mais moi, on m'avait vendu Bordeaux comme étant le Brésil de la France. D'ailleurs, c'est ton match mardi à Bordeaux-Saint-Etienne. Je crois que tu vas aller au stade. Ils t'attendent. Ah, mais ils sont pas bons Bordeaux, là. Vous êtes en train de rigoler, je pense. Ils sont 13e. Ils sont 13e? Ils ont perdu ce soir. Mais non. Si. Avec tous les bons joueurs qu'on m'a cités sur les réseaux sociaux, ils sont 13e. Exceptionnel. Petite vengeance ce soir. T'es un phénomène. On passera. C'est pas mal ça. T'es un phénomène comme Ben Arfa. On passera le message Alpha. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, un dernier mot quand même, juste sur cette équipe de Lille. Ça va être compliqué à un moment donné. Aujourd'hui, Lille est clairement, je ne vais pas dire aux portes de la Ligue 2 parce qu'on est au tiers du championnat, mais moi j'ai plus de salive sincèrement pour le LOSC. Il mérite même pas que sincèrement. Et c'est pas, et je veux dire ça date pas d'hier, ça date d'il y a 1 an et demi, ça date depuis Karabakh, depuis que ça plante quoi. Oui, tous les coachs se sont succédés. Malheureusement, moi comme l'a dit Walid, on a un peu planté le décor. Je pense qu'on s'est un peu trompé. Aujourd'hui, il n'y a aucune cohérence de virer Marcelo Bielsa à ce moment de la saison. Absolument pas. Voilà. Moi, j'étais d'accord que Bielsa parte beaucoup plus tôt ou qu'on le prenne pas tout simplement parce que ce mec a quand même été nommé 6 mois. Il a été nommé 6 mois avant le début de saison. Oui, ça commençait. On commençait un petit peu avant. On a nommé Franck Passy pour. Voilà, et tu le mets quelqu'un dans les pattes. Tu le mets quelqu'un dans les pattes avec Lopez. On sait qu'avec Ocampos ça va pas beaucoup. Ocampos a plutôt son nom. Ocampos il joue moins bien, mais moins bien que Campos, mais c'est pas le même registre. Ocampos a bien marché avec donc Ocampos, tu mets ces deux mecs là, alors que lui il a son homme qui était avec lui à Monaco, qu'il a fait venir d'ailleurs à Lille, qui s'occupe de la vidéo et de tout ce qu'il faisait. Donc forcément, Lopez, je sais pas comment franchement ce projet, pour moi, il était tellement bien vendu en début de saison, tout souriant, tout allait bien se passer. Mais le fait, il y a aucune cohérence. Alors le problème avec cette équipe, on a vu comment ça s'est fait lorsque Antonucci est passé, lorsque Renard est passé, lorsque Franck Passy est passé. Enfin, le problème c'est qu'on ne fait pas énormément confiance au coach. Et lorsqu'on veut faire un projet un projet à long terme, malheureusement, il faut laisser un peu de temps. Et aujourd'hui, on ne sait pas ce qui se passe. Quand tu ramènes un nouveau coach, il va falloir que tu te refasses tout un nouveau mercato. Et plus personne veut de Lille. C'est n'importe quoi. Plus personne ne veut de Lille. Mais sincèrement, nous, par contre, plus personne ne veut de nous parce que Walid, on a beaucoup débordé. Je suis en train de me faire incendier par la régie. On est tellement désolé. 1h35 d'émission ce soir. Mais ils ont kiffé. C'est plus un temps additionnel ce soir. C'est Sénégal-Tunisie. C'est le match à Dortmund. On va peut-être avoir
un but à la dernière minute, j'en suis pas sûr. En tout cas, on va conclure l'émission quand même parce qu'on est en retard. Le club des... C'est pas possible, mais Alpha et Walid, vous êtes intenables. Non, moi j'ai rien fait. En fait, vous avez besoin de vous clasher tout le temps. Vous avez besoin de vous clasher tout le temps. J'ai compris. Non, mais on va finir par plus vous mettre ensemble. Mais le problème, c'est que toi, tu es là tous les jours, donc ça va être compliqué. Je veux pas perdre un aussi bon élément qu'Alpha. Merci d'ailleurs Alpha 100% foot.net, bien sûr, d'avoir été avec nous. Merci à Loïc Ebache, merci à Walid Acharchour, merci à toute l'équipe de la rédaction. Merci à toi, Sam, parce que t'es plus là à partir de lundi. Par comment ça, je suis plus là? Tu c'est bien ça aussi. Moi, j'ai rendu visite à personne au Chili. Hein, tu vas en vacances là, non? Non, je vais pas en vacances, je suis là mardi. Ah, t'es là mardi? Ah oui, bah il y en a qui bossent, hein, et vous êtes trop mal habitués dans ce pays, en France, avec vos 35 heures. On se retrouve donc lundi. Je voudrais remercier donc Farid Hachem, le rédacteur en chef de l'émission, Aymen Archan, Amaury Cotin, bien sûr, directeur de production du Club des 5, et puis l'excellent réalisateur du soir, Zachary Gauthier. Vous retrouvez donc Romain Bédouc, lundi soir, l'excellentissime Romain Bédouc pour 2 heures d'émission, un grand débrief du week-end foot européen. Et moi, je vous retrouve mardi soir dans le Club des 5 pour une très très belle semaine avec beaucoup de matchs. On va s'amuser, passer un bon week-end, un bon dimanche. Ciao, à lundi. Ciao. Ciao.